Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs français. Moi, c'est Rika et avec mon co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWebCE, nous sommes ravis d'accueillir Gaspard Droz pour cette conversation. Gaspard est un entrepreneur français en série qui a fondé plusieurs entreprises au fil de son parcours, dont Ligne et Monsieur Marcel, et qui a également évolué comme consultant, accompagnant des organisations sur des enjeux stratégiques et opérationnels. Aujourd'hui, il se consacre à un enjeu devenu central pour toutes les entreprises, la cybersécurité. Co-fondateur de Mantra en 2020, il développe une solution qui forme et protège les collaborateurs face aux risques cyber grâce à des simulations d'attaques de phishing ou des anti-spam par exemple. Avec Mantra, il s'attaque à un point clé longtemps négligé, l'humain comme première faille. La start-up a depuis rejoint Cyberguru, qui elle-même a rejoint Libra Cyber pour former un acteur européen majeur où Gaspard poursuit cette mission à plus grande échelle. Nous sommes ravis de le recevoir. Gaspard, bienvenue dans Tomcat Next Gen. Ravi d'être ici. Super, merci Erika. Gaspard, à mon tour de te souhaiter la bienvenue à Tomcat Next Gen. On est très content de te recevoir. Tu es, comme l'a dit Erika, un serial entrepreneur. Donc c'est toujours très intéressant et je suis sûr que tu vas avoir plein de choses extraordinairement intéressantes à raconter à nos auditeurs qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Et tu es un diplômé aussi de Tomcat Factory. Donc on a quand même bossé presque 6 mois ensemble. On se connaît bien. Et donc ça fait toujours plaisir de recevoir des diplômés de la Tomcat. Dans un premier temps, moi j'aimerais qu'on parle évidemment de why l'entrepreneur, why ce métier, pourquoi tu l'as fait. Comme l'a dit Erika, tu es serial entrepreneur, tu as suivi un peu la voie royale, HEC, ensuite consultant chez Bain, comme beaucoup d'autres gens brillants, dont Élie Dupré de Saint-Maur, que tu connais et que tu as côtoyé aussi à la Tomcat. Et ensuite, tu as décidé de partir sur ce parcours d'entrepreneur, multi-entrepreneur, donc on va creuser ça. Tes différentes expériences, pourquoi tu as choisi ce métier et à plusieurs répétitions. J'aimerais ensuite qu'on fasse un méga deep dive sur la cybersécurité. Donc, tu es le premier invité de ce podcast sur le sujet. Et évidemment, tout bouge et c'est de plus en plus un sujet d'actualité, notamment avec le game changer sur le sujet avec l'IA et notamment la sortie de Mythos d'Anthropic. Donc, tout le monde a de plus en plus peur. Il y a peu de discussions autour de réglementation, ni en Europe, ni aux États-Unis d'ailleurs, sur les dangers de tout ça. Alors, justement, je m'y connais beaucoup moins que toi, donc tu vas pouvoir... Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est Bon, très bien. tant mieux, tu vas pouvoir nous raconter tout ça avec beaucoup de détails, parce que c'est d'actualité, c'est hyper intéressant, et on a tous besoin d'avoir une mise à niveau sur ce sujet-là. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, tu distilleras tous tes conseils d'entrepreneurs multirécidivistes pour nos auditeurs. Donc voilà, si ça te va, on peut faire ça. Et comme d'habitude, comme tu le sais, moi j'aime bien démarrer par l'enfance, la jeunesse, le jeune Gaspard, puisque c'est de l'enfance, on dit souvent que c'est avant les 6 ans que beaucoup de choses se définissent pour le reste de sa vie. Donc j'aime bien commencer la conversation par cette discussion. Donc, qui était le jeune Gaspard? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il aimait? Quelles étaient ses passions? Que disaient ses copains de lui, ses parents, ses profs, etc. Et voilà, raconte-nous un peu le jeune Gaspard. Écoute, Patrick, je savais que j'avais le droit à une séance d'introspection, mais je pensais pas que ça allait m'amener aussi lointain dans mon passé. Écoute, Tu vas voir, ça fait beaucoup de bien. ouais, j'en doute pas. Il paraît que, effectivement, il y a plein de choses qui viennent de l'enfance, donc je pense que c'est toujours intéressant de s'y replonger. Écoute, je dirais que enfant, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez très curieux. Voilà, je m'intéressais à plein de choses différentes. J'adorais bricoler. J'adorais bricoler, tu vois, des trucs. Alors, j'habitais en région parisienne, donc j'avais pas de jardin, j'avais pas de garage ou faire tout ça, mais tu vois, dès que je partais en vacances chez mes grands-parents, j'étais hyper content de me fabriquer, j'en sais rien, une petite maquette de bateau, un espèce de petit avion, etc. Donc, ouais, j'ai toujours aimé, les trucs, je dirais assez concrets, assez manuels. J'étais plutôt pas mauvais à l'école, faut ça se passait, convenablement, on va dire. Après est-ce que j'étais un passionné de l'école? J'irai pas jusque-là.
Mais bon, écoute, ça se passait convenablement et donc ouais, ce côté, tu vois, un peu concret, un peu bricole où tu as ton projet, tu le fais à fond, sans vouloir faire un fast forward, directement. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, bah, que tu trouves nulle part ailleurs que dans l'entrepreneuriat, où tu as ton petit, tu ton petit projet qui peut devenir un plus gros projet d'ailleurs. C'est souvent le but, pas toujours, mais en tout cas, on peut le souhaiter. Donc ouais, ouais, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé. Et donc, alors, d'où ça t'est venu, cette idée d'être entrepreneur? C'est vers quel âge, quelle expérience, ton souvenir, vraiment le plus profond de tu t'es dit, «Tiens, un jour», parce que tu as quand même démarré par le conseil, hein, qui est quand même, l'anti-entrepreneur. Alors ça, non, c'est pas Ouais, j'ai pas démarré par le conseil, en fait. OK. Heu, j'ai démarré par l'entrepreneuriat, en fait. J'ai démarré par l'entrepreneuriat, donc j'ai fait entrepreneuriat, conseil, entrepreneuriat, OK. dans ce sens-là. Donc Tu si j'essaie même vraiment de réfléchir, me dire, pourquoi je fais ça, en fait, j'aurais pas tellement de réponse. Je pense que c'est juste c'est que j intéressant ça. ouais, non, mais dans le sens où c'est juste que je me vois pas faire fondamentalement autre chose. OK. J'ai un peu du mal à me alors j'ai été, tu vois, salarié pendant 2 ans et demi. Donc effectivement, dans une boîte de conseil, qui s'appelle Bain. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié mon passage là-bas. Enfin, j'ai appris plein, plein de choses, je trouve hyper complémentaires avec, justement, tout ce que j'ai appris entre guillemets un peu sur le dur et sur le tas, dans la vie entrepreneuriale. Donc je suis vraiment très content de l'avoir fait. Mais je pense que 2 ans et demi, c'était vraiment le max du max, quoi. Alors heureusement, il y a eu un peu le covid, ça m'a aidé à tenir quelques mois de plus. Donc je pense que sinon j'aurais fait sans doute un peu moins. Mais très heureux de mon passage là-bas. Et donc, pourquoi entrepreneur? Bah, non, parce que je pense que voilà, c'est un métier dans lequel tu as une liberté, je dirais pas qui est totale, parce que tu as évidemment beaucoup de contraintes. Tu as du financement, la contrainte de tes clients, la contrainte de tes employés. Donc tu as un nombre de contraintes qui est presque, en fait, plus importante que dans un obje que dans un job, salarié. Mais tu as en tout cas la liberté de pouvoir, les traiter dont tu penses être la meilleure manière de le faire. Donc ça, effectivement, tu pas de contraintes politiques. C'est-à-dire que si tu penses qu'il y a une façon de faire qui est la bonne façon, tu vas le faire parce que voilà, ton instinct, ta réflexion, te conduit à penser que c'est la bonne manière de faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que c'est aussi un milieu qui est enfin, c'est incroyablement créatif, quoi. C'est justement face à ces contraintes, bah, il faut quand même un peu se creuser les méninges pour se dire, «J'ai ce mur qui a priori, paraît complètement infranchissable». Je fais pas d'escalade, mais bon, je pense que voilà, je pense que tu on aura compris l'image. Mmh. Comment je fais pour arriver en haut? Et donc, où est-ce que je vais trouver des supports à gauche, à droite? Attends, est-ce que j'ai regardé dans ce recoin-là? Est-ce que j'ai pensé à ça? Et donc voilà, donc ça demande, je trouve une créativité, qui est hyper importante, quoi. C'est comment j'arrive à transformer des enfin, c'est un peu cliché, mais en même temps, je trouve que c'est vrai. J'avais, Mmh. ce matin une réunion avec mes sales, qui faisaient, voilà, tout un laïus sur le fait qu'ils avaient telle objection, telle objection, telle objection. Je lui dis: «Mais très comment vous faites pour transformer cette objection, heu, cette contrainte en atout pour vous et pour réussir, en fait, à vendre plus, plus vite et cetera?» Bon, pour moi, j'appelle ça de la créativité, quoi, in fine, parce que Mmh. c'est la vraie créativité. Hem Ouais, alors liberté sous contrainte. J'aime bien cette thématique parce que et j'en parle souvent avec les jeunes entrepreneurs à la Tomcat, c'est que c'est vrai, ce mot, cette raison en tout cas, cette raison d'être libre fait partie, des socles souvent des décisions qui sont prises par les jeunes pour créer sa start-up. En fait, souvent, c'est, «Je me vois pas être salarié, je préfère créer ma propre boîte parce que je suis libre». Mais j'aime beaucoup la manière dont, tu rajoutes sous contrainte. Parce qu'il faut être lucide aussi. Il faut être lucide qu'on a la liberté, certes, on n'a pas de boss, c'est nous le boss, mais il y a quand même, d'énormes contraintes qu'on n'a pas quand on est salarié et donc il faut être capable de prendre le pour, mais aussi, de prendre le contre. Et tu as Hem, plus de contraintes, je pense que tu as plus de contraintes que dans un environnement, entre guillemets, «classique», mais tu as la liberté de savoir comment tu vas les résoudre. et c'est là que le côté créatif, effectivement est super important. Et puis ensuite, je trouve qu'à titre personnel, je sais pas, moi j'ai toujours aimé, enfin faire des projets auxquels je crois, dont je suis fier. Et là, au moins, je suis en entrepreneuriat, enfin, si tu as pas envie de bosser sur un secteur parce que ça t'intéresse pas, personne va te forcer, quoi. Donc, à toi
À toi de trouver un secteur qui te passionne, dans lequel tu sais que tu vas t'investir, corps et âme, nuit et jour et en fait, ça va même pas être une contrainte parce que tu vas tellement adorer ce que tu fais, que tu vas t'éclater. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas des moments difficiles, ça c'est certain. Il y a évidemment des moments qui sont hyper difficiles, des moments de remise en cause, des moments où, bah, dans le dépassement, tu vas peut-être aller un peu loin, un peu au-delà de ce qui est, on va dire, médicalement recommandé. Mais pour autant, autant il y a pas un jour où tu t'ennuies, quoi. C'est Mmh. c'est l'anti-routine, quoi. Yes. Alors, pour revenir un peu sur ton histoire, donc tu dis que tu sors d'HEC, tu deviens entrepreneur, tu crées ta start-up. Pourquoi? Et est-ce que tu avais de la famille entrepreneur? Qui t'a inspiré ou qui t'a donné, cette idée? Puisque c'était quand même il y a quelques années et l'entrepreneuriat commençait à devenir la mode, mais c'était pas, la grande mode comme aujourd'hui. Donc tu faisais partie des rares, diplômés d'HEC, qui décidaient de ne pas rejoindre une belle boîte bien payée et de prendre le risque, de créer ta start-up. D'où ça t'est venu cette idée? Pourquoi en fait? Non, c'est clair, enfin, c'était pas du tout, aussi à la mode, je pense que alors moi, j'ai pas fait, HEC entrepreneur, j'ai fait une autre majeure. J'ai fait, une majeure en finance et même en compta d'ailleurs, pour être tout à fait Ouais, exact. donc Heu, justement, a donc priori pas de non rapport mais avec au l'entrepreneuriat. au aucun rapport, ouais. Aucun lien fils unique exactement, Heu, ce qui est pas mon cas, mais c'est pas grave et d'ailleurs même quand tu regardes, sur mes promos en sortie, même les gens qui avaient fait HEC entrepreneur, donc qui est censé former des entrepreneurs, tu avais qu'une minorité qui ont créé leur boîte en sortant d'école. Donc et finalement, je te confirme que c'était pas du tout le chemin, traditionnel évidemment, au grand désespoir de mes parents, même si ah évidemment justement, même si évidemment même si évidemment ils prétendent le contraire. ouais, ouais, maintenant que tu as réussi, mais Mais avant, est-ce ouais. est-ce qu'ils t'ont mis de la pression? Dis-nous la Non, vérité. non, 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 je dis ça en rigolant, pas plus que ça. Ils m'ont pas mis Heu, ils m'ont pas mis de pression, ils m'ont pas dit que ce que je faisais était pas bien. Ils m'ont toujours laissé la liberté de faire ce que je voulais, mais non, mais très sincèrement, parce qu'en fait, voilà, effectivement, tu arrives en fin de cursus, d'école, donc tous les gens, soit rejoignent une boîte dans laquelle ils ont fait un stage qui leur a bien plu, soit postulent dans telle et telle boîte parce que c'est le truc à faire. Donc tu vas, j'en sais rien, en banque, en conseil et cetera. Heu, je me voyais pas faire ça. C'était j'arrivais pas à le faire, ça je me projetais pas du tout là-dedans et d'ailleurs pour autant j'ai fini par en faire un peu, j'en avais fait en stage donc je voyais quand même ce que c'était. C'est vraiment, c'est presque un peu du domaine pour le coup un peu de l'irrationnel, je me voyais pas faire ça et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait en majeure compta, fameuse majeure compta, dont j'ai fini par être diplômé mais non sans mal. En fait, je m'ennuyais tellement en cours parce qu'effectivement, enfin c'était pas ma passion, que je suis allé bosser en fait pour un entrepreneur ah, qui s'appelle, Guillaume Gibault, qui a monté une boîte qui s'appelle Le Site Français, voilà, qui a fait pas mal parler d'elle, sur les dernières années et en fait, bah, c'est un environnement, dans lequel, j'avais pas fait de stage j'avais pas fait de stage en start-up, je voyais à peu près l'écosystème et cetera, mais, je m'étais pas mis à fond dedans et bah, je me suis éclaté. Je me suis éclaté, j'ai adoré justement, le côté, où faut être un peu malin, faut être créatif, faut avoir des bonnes idées, faut bosser dur, mais en même temps, ce que tu fais te passionne et cetera. C'est hyper concret, hyper tangible et donc en fait, j'ai, bossé pour lui en parallèle des cours, pour me faire de l'argent de poche, tu vois? Parce qu'il fallait, j'ai de la chance que mes parents me payaient mes études, mais voilà, ça enfin, j'aimais bien, j'en sais rien, payer des belles vacances et cetera, donc je bossais, quoi et en fait, bah, je me suis éclaté et ça, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi». J'avais pas spécialement d'inspiration, je dirais familiale. Mon père est avocat, donc il est à son compte, donc tu as quand même le côté indépendant, mais mmh. c'est pas non plus un côté entrepreneur, tu vois? Où pour le coup, tu montes un projet. Je crois que Ouais, mais c'est c'est probablement via son expérience que tu as compris, la liberté sous contrainte. Parce peut-être, qu'un ouais. avocat connaît ça Ouais, ouais, aussi, bien sûr. donc Ouais, bah, il faut aller trouver ses donc c'est clients, il faut se battre sur chacun de il tes faut cas et payer cetera, il faut donc ouais, payer ses collaborateurs. ouais. Et écoutez, ma mère travaille, dans le marketing aux Échos, tu vois? Donc rien à voir, enfin, tu Mmh. vois? Donc enfin, j'ai pas non plus de rôle modèle entrepreneurial. Je viens pas d'une famille, de multi-entrepreneurs de génération en génération, OK, heu, donc en gros, c'est Guillaume qui a été ta source, d'inspiration, d'ouverture, sur le monde, de l'entrepreneur et c'est grâce à cette expérience et à cette belle bah, je me rencontre suis dit que que tu t'es que dit: c'était «Tiens, possible, je veux quoi, tenter que c'était l'aventure». possible, que c'était Tu que t'es dit que c'était c'était un possible. chemin et qu'il fallait y aller et un peu Et alors qu'est-ce qui a fait le déclic après? Quelle était l'idée que tu as eue et sur laquelle tu t'es lancé? alors on s'est lancé donc sur un 1er concept, qui s'appelait, Quand tu dis on, c'était alors tu étais avec ouais, des en fait, associés? c'était moi qui étais opérationnellement, je dirais, à la manœuvre.
Après, Guillaume avait mis aussi un peu d'argent, dans le projet, OK. qui voilà, qu'il a pas forcément retrouvé à la fin. Je suis désolé pour lui, mais bon, ça fait partie des risques du Ouais, est-ce qu'il a investi dans Mantra après? ah non, Aïe, aïe, aïe. un peu bon, c'est pas grave, Bon. peut-être sur un prochain coup, on sait jamais. Heu et donc C'est pour ça qu'on dit toujours, en tout cas aux États-Unis, on dit ouais, toujours qu'il faut investir sur les serial entrepreneurs. Parce que si tu rates la première fois et que tu as le courage de recréer une deuxième boîte, ouais. ton taux de chance de réussir est mécaniquement, mathématiquement Bah, beaucoup c'est plus sûr, élevé. c'est sûr. Tu Donc, fais toutes les bêtises, au début, voilà. bon, tu as des gens qui arrivent du premier coup, dont tu fais partie du Bah, coup, je voulais pas parler de moi, hein, je reste humble. Mais je te remercie pour le compliment. et du coup, ouais, donc c'était on avait en fait c'était à l'époque du e-commerce. Tu sais, le e-commerce, c'était un peu le truc à la mode, du Ouais, moment. j'ai connu. Tu as connu, voilà, donc avec je dirais des succès, divers et variés en la matière, parce que c'est un business Rappelle-nous, model. c'était en quelle année? Waouh, 2012, je pense, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc l'e-commerce avait déjà une bonne, une petite quinzaine d'années, ouais. Ouais, exactement. Oui, oui, c'était pas non plus le tout début. Mmh. De 2000. C'était pas la bulle internet, mais voilà, tu avais des grosses levées de fonds sur l'e-commerce et tout. En fait, on voulait faire du coup, ce qu'on appelle un concept store. Donc tu vois, tu as des fringues, de la déco et cetera, sur la verticale homme. Avec, 2, je dirais 2 singularités. La première, c'est qu'on s'était dit, en fait, ce qui coûtait très cher à l'e-commerce, c'était tout ce qui est ads et tout, qui coûtait vraiment un bras, et qui c'est qu'en fait, tu beaucoup de boîtes qui avaient en fait pas de business model rentable parce qu'elles dépensaient tellement chez Google qu'à la fin, c'était compliqué de retrouver ces petits avec tous les frais, de logistique, de renvoi et cetera que tu peux avoir. Bah, Et je te rassure, c'est toujours le cas, hein, comme tu ouais, le ouais, sais, c'est toujours le hein. cas, ouais, C'est ouais. Ouais, très difficile, de gagner de l'argent en e-commerce et en B2C, hein. évidemment, et on voulait se mettre sur une verticale homme parce qu'effectivement, tu avais une offre qui était assez réduite à l'époque, sur ce créneau-là. Il y a peut-être une raison pour laquelle la verticale n'était pas très fournie, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait commencé en fait par un blog, tu vois? Blog un peu lifestyle, un peu comme GQ, quoi, et on publie des articles. On avait eu, je dirais un succès éditorial qui était plutôt pas mauvais, et on s'est dit sur la base de ce succès éditorial, en fait, on va greffer une offre d'e-commerce, pour justement, convertir ce trafic qui est un trafic, on espère en tout cas assez qualifié, en, Ouais, donc tu te crées une communauté, une ouais, première communauté et ensuite, tu leur vends. C'est ce qui est très à la mode aujourd'hui, et ce qui est très à mais la mode aujourd'hui, ouais. à l'époque, ouais, je dois dire que tu étais assez novateur, ouais, sur la technique, marketing. Ouais, exactement. Donc voilà, donc c'était ça notre master plan. On a fait quoi? On a monté jusqu'à, j'en sais rien, peut-être, 204 CA, un truc comme ça, en investissant un peu, mais pas non plus, des milliers et des cents. Ce qui Tu était avais pas levé combien d'argent, pour Guillaume avait mis combien sur bah, cette, écoute, on avait mis 100K, je crois, tu vois, dans le ouais, dans le projet. OK. Donc c'est bien, 2X. Beh, 2X de CA pour 1 X d'investi, c'est pas mal. c'était pas si, dégueulasse que ça, mais tu vois, il aurait sans doute fallu, faire un peu scaler le modèle, faire une levée de fonds, mais ça, pour le coup, c'est un écosystème qui, alors enfin, à cette époque-là, je le connaissais pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Donc pour moi, c'était les levées de fonds, c'était Google, quoi. Mmh. T'étais Google, t'étais Facebook, là, tu sais, une levée de fonds. Mmh. T'étais quelqu'un de sérieux, quoi. Et c'est étonnant parce que, OK, l'écosystème du venture français, en 2000, il y avait trois quatre fonds, mais en Mmh. 2012, tu avais déjà une bonne vingtaine de fonds quand même. Ouais, mais que je pense que Hem, c'est sans doute tu vois, une barrière psychologique, personnelle. ouais, tu t'étais dit, «Je mérite pas ça» ou «Je suis pas prêt, je suis pas prêt». Tu t'es bloqué avec le syndrome de l'imposteur, classique, quoi. Total, Et total. là et ça, Guillaume, n'a pas réussi à te décoincer un peu là-dessus? Parce que lui, il avait Mais créé non, sa parce que, boîte pas mal d'années lui, avant. non, non, mais c'était assez bootstrap, en fait, hein, sa boîte, à l'époque. Ah, ouais, OK. Et Ouais, il après, avait il pas a encore il a fait sa levé des levée de fonds un fonds, ouais. peu plus tard, mais c'est venu après, tu vois? Et donc, OK. non, j'étais pas du tout, c'était vraiment, c'était de l'entrepreneuriat un peu, entre guillemets, «un peu garage», mais ce qui est enfin, je pense que c'est la bonne façon de commencer, de toute façon, mais, j'étais pas du tout exposé à cet environnement tech, aux levées de fonds, à tout cet écosystème, et donc pour moi, c'était un truc réservé à une élite, quoi, dont je Mmh. faisais pas partie. Mais pourquoi? Putain, tu fais HEC, compta, Ouais. tu tu fais partie de l'élite, a priori.
Tu as des parents avocats, marketing. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu ce petit blocage? Tu étais trop jeune, en fait. J'en sais rien. Tu sortais de l'école et tu pensais qu'il te manquait cette expérience professionnelle qui pourrait donner une forme de confiance à des investisseurs en face de toi ou à des financiers purs, puisqu'à l'époque, les fonds de venture étaient pilotés, dirigés par des financiers purs, quoi. Donc, Ouais. tu t'es dit probablement, ils vont pas me prendre au sérieux parce que je sors d'école. Ouais, ou ça, c'est un mélange de toutes ces raisons, j'en sais rien, ça doit être un manque de confiance en soi, un manque de modèle, un manque, de connaissances où, tu as l'impression que en fait, c'est un truc, faut être un crack, faut être un ponte, sinon, que c'est pour les autres, quoi. Mais alors, en fait, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat sans un objectif, clair ou sans une ambition, claire non plus. Tu t'es dit, «Je tente, si ça passe, ça passe, si ça casse, je fais autre chose», en fait. Parce que si tu t'étais tu vois, c'est parmi les travaux, tu te souviens, qu'on fait à la Tomcat, on essaye de vous faire, des deep dive et réfléchir de manière très pointue, très sérieuse sur, notamment la vision, mais aussi l'ambition que vous vous donnez et surtout le niveau d'effort que vous êtes prêt à donner à ce projet, en mode justement, l'objectif c'est pas que ça soit, un side project où on tente et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. C'est non, il faut qu'on s'aligne sur le fait que c'est, le projet, où on va se donner à fond, on va être prêt à souffrir, le temps qu'il faut et on va tout donner pour y arriver. Et donc en fait, moi ce que je comprends de cette première expérience, c'est que tu t'es dit: «Bon voilà, je suis jeune, j'ai la chance d'avoir rencontré, un entrepreneur assez inspirant. Je veux tenter un truc, comme lui avec lui». Mais tu as pas été au bout de l'exercice en te disant: «Jusqu'où je suis prêt à aller et quel est mon plan pour en faire un gros succès?» Complètement. Ouais, complètement. C'est-à-dire que je pense en termes d'investissement, j'ai produit un investissement, qui était, enfin, hyper important, hein. Moi, j'étais vraiment à fond dans mon projet et cetera. Mais, j'avais pas je m'étais pas autorisé à développer une vision ambitieuse, tu vois? Hyper important ce que tu viens de dire ça pour nos Sur jeunes 5 dans le non, bien auditeurs. sûr, parce qu'en fait, Il faut faut s'autoriser s'autoriser, ça quoi. quand on est entrepreneur. Ouais. À te dire: «Voilà, je vais faire un BP et puis en fait, dans mon BP, je vais mettre 100 millions de CA dans 6 ans, quoi». Mais en fait, ça te paraît tellement enfin, en tout cas, voilà, moi, enfin, j'avais pas rencontré de personne qui l'avait fait, j'avais pas vu des gens, qui avaient connu ce cycle-là, pour te dire: «Mais en fait, si, c'est complètement possible». C'est une question de tu as ton Lego, tu mets les briques dans le bon ordre, tu commences par la base, ensuite tu rajoutes telle et telle pièce et puis tu vois progressivement, en fait, au début, ta maison, elle ressemble à rien, mais en fait, 5 ans plus tard, tu as fait une magnifique maison en Lego parce que tu as mis les briques les unes après les autres dans le bon ordre. Mmh. Et Et alors ça, comment s'est terminée, cette première expérience, entrepreneuriale pour toi? bah, écoute, ça s'est terminé, on a liquidé la boîte, parce qu'on n'était pas rentable et Au bout puis, de je combien de pense temps? on a passé 2 ans, ouais, 2 ans et demi dessus, quelque chose comme Ah ça. ouais, ouais, quand même, donc belle Ouais, quand tranche. même. Belle tranche donc ouais. OK, alors comment tu te remets? Comment tu te remets d'une expérience, où tu t'es dit: «Waouh, ouais, je vais faire un truc super comme Guillaume, il va m'aider» et puis, tu travailles comme un fou, puis 2 ans et demi plus tard, liquidation judiciaire, tu as 25 ans. Comment tu te remets de ce truc-là par rapport à toi, par rapport à ta famille, tes proches, par rapport à Guillaume, comment tu l'as vécu? Écoute, Et comment non, tu t'en es franchement, remis? non, non, je te le dirais si je l'avais mal vécu, mais vraiment, je l'ai pas mal vécu. OK, Enfin, j'ai switché assez vite. J'ai switché très, très vite. impressionnant, impressionnant et Ouf, comment je me tu as suis f pas, non, je me suis pas posé, 20 000 questions. mmh. Hem, En fait, enfin, je vais te dire un truc bête, hein, mais j'avais quand même des factures à payer, donc c'est pas comme si, j'allais passer des heures à pleurer sur mon sort. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a en fait, on avait plus on n'était pas financé. Il aurait fallu faire sans doute une levée de fonds à ce moment-là, avec le bon modèle et cetera. Je sais pas, enfin ça s'est pas fait et cetera et écoute, moi, j'avais envie de continuer à entreprendre parce que, certes, j'avais beaucoup bossé, certes, ça avait pas, porté les fruits, tu vois, qu'on aurait pu espérer, mais en même temps, comme c'était un projet où j'avais pas vraiment défini d'ambition à la base, enfin, je sais pas comment dire, du coup, tu vois, c'est pas comme si tu dis: «Je vais faire 100 millions et je retrouve, 0». Je J'avais pas Ouais. vraiment fixé Et alors, d'objectif. qu'est-ce que tu penses que cette première expérience t'a appris pour la suite? Et on en parlera après évidemment, mais en quoi tu penses que ça a contribué à ton succès après? En fait, ça m'a appris, bon, déjà ça m'a quand même confirmé que c'était ça qui m'amusait. OK.
Voilà, qu'en fait, c'était, tu vois, un job dans lequel, le job d'entrepreneur dans lequel, bah, vraiment je prenais du plaisir. 2, ça m'a appris en fait à faire bosser, ensemble plein de prestats différents. On est plein de prestats, plein de trucs, à, tu vois, à designer une offre, à monter des produits, tu vois, tu fais ton site, donc tu dois travailler l'UX, l'UI, faire des analytics, commencer à mettre en place de la pub, des canaux d'acquisition. Donc en fait, mine de rien, sans tout ça, quand même, je trouve que tu développes voilà, un vrai acumen business. Tu développes plein de petits skills de business à gauche, à droite. Et 3, je pense que voilà, c'est un truc, en fait, c'est dur, donc ça te donne la niaque, quoi. Tu vois qu'il faut se battre, qu'il faut rien lâcher, qu'il faut tout négocier avec tes fournisseurs, avec tes clients, je pense que tu renforces ton muscle, globalement entrepreneurial, quoi. Super. Bah, c'est magnifique de le prendre comme ça. Bravo. Donc, tu aurais pu t'écrouler, ça aurait pu te faire très mal et en fait, tu as pris tous les côtés positifs de cette expérience, et au contraire, au lieu de t'affaiblir, bah, ça t'a renforcé pour tes prochaines étapes. Donc, bravo, c'est vraiment super et c'est là que toi, tu te dis, après cette expérience: «Je vais faire du B2C, je vais faire du back to consulting». Non, 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 j'ai fait du Non, c'est B2B pas après? avant. Non, non, j'ai fait du B2B avant. OK. J'ai remonté une boîte pendant 2 ans, qui était Ah une OK, boîte, tu as remonté une deuxième boîte ouais, direct ouais, j'ai après? remonté ma bah, je te disais, en fait, je pouvais plus, il fallait quand même que je paye mon Enfin, loyer, j'ai dû donc lire ton LinkedIn à l'envers alors ou non, je c'est me c'est pas pas grave, mais possible. il est pas forcément, Ah ouais? il est pas forcément optimisé. OK, donc tu Heu, repars direct à l'assaut. Direct à l'assaut et en fait, Alors j'ai que remonté, tu dis alors que tu dis que tu avais des factures à payer et cetera, ouais? mais tu te dis: «Non, je vais pas d'abord prendre un job avec un salaire, Non, pour faire rentrer un peu de cash», tu dis: «Je double down. Je suis à Las Vegas et hop, je fais le tapis là». exactement, ouais. Non, mais je suis donc du coup, après non, mais en revanche, j'ai quand même retenu, l'expérience un peu, comment dire? Difficile de te retrouver à court de cash. Ou bon, bah, voilà, ça, c'est terminado, quoi. Enfin, en fait, je pense, en fait, ça t'arrive une fois, tu pas trop envie que ça t'arrive 2 fois non plus, tu vois? Si là, tu m'y fais penser. Mmh. C'est pas le je regarde pas un souvenir ému, quoi. Je me dis pas: «Super, Ouais, j'ai planté un mec, j'ai planté des gens», ouais, heu, ouais, c'est un moment enfin, difficile à ouais, c'est pas très passer. drôle, tu vois? Tu dois écouler ton stock et tout. Enfin, Ouais, ouais, il y a des moments plus marrants dans la vie, quoi. absolument. Heu, Mais ça donc fait partie de la vie des entrepreneurs, on l'a Et ça tous fait partie vécu. de la vie et t'as pas je trouve que t'as pas envie de le je dirais pas que c'est traumatisant, mais c'est pas très marrant. Tu viens quand même de perdre 2 ans et demi et tu pas envie que ça t'arrive une 2e ou une troisième fois, en fait. Ouais. Donc tu te prépares beaucoup mieux la deuxième fois. Ouais, donc voilà, donc après j'ai fait un Alors la truc, deuxième idée, ouais, c'était donc quoi j'ai alors? lancé, c'était vraiment ce qu'on appelle un lifestyle business, donc c'était une agence web, Donc là, heu tu pars dans le service. donc je pars dans le service et donc j'ai quand même, fait un shift, non pas, B2C comme tu dis, mais plutôt B2B. Ouais, B2C, c'est après, c'était le B2C, c'est back après, to ouais, consulting, back chez to Bain. consulting, où en fait, je me suis dit: «Mais en fait, le B2C, c'est bien, c'est chouette, tu as de très belles histoires, mais c'est quand même un peu imprévisible, c'est pas toujours les business models, les plus rentables». Là où le B2B, c'est quand même plus solide, c'est des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés, c'est un truc, c'est peut-être un peu moins sexy sur le papier, mais en même temps, quand tu arrives avec une offre qui est bien foutue, bien packagée, une bonne proposition de valeur, il y aura toujours des gens pour te payer parce que les boîtes, elles ont besoin de fonctionner. Donc là, B2B, donc vraiment, bascule B2B. Et en fait, toutes les galères du B2C, j'avoue que j'avais pas trop envie de revivre tout ça. Donc voilà, donc là, j'ai monté une agence web, enfin, tu vois, le business model était extrêmement simple, Tu l'as j'avais monté trouvé des en clients. solo entrepreneur ou Ouais, tu t'es associé? solo, rejoint un peu par une sorte de collectif, tu vois? On parle un peu de collectif maintenant, c'était un peu, donc là, pour le coup, business model hyper simple. J'avais, toute une série de freelance, designers, UX designers, développeurs. J'étais allé sourcer des développeurs, aussi dans des pays de l'Est, tu vois? En Pologne, en Ukraine, à l'époque où tu pouvais faire des affaires là-bas, qui étaient donc des mecs qui travaillaient très bien, qui coûtaient juste beaucoup moins cher que leurs équivalents sur le marché français. J'avais aussi des devs en France, hein, parce que, enfin, tu as quand même besoin sur certains projets et donc bah, comme en fait, j'avais créé mon site web, que je savais ce que c'était que, tu vois, de l'UX, de l'UI, faire des ads, développer un PrestaShop et cetera. En fait, de manière quasi naturelle, il y a pas mal de gens qui commençaient à me demander des conseils là-dessus. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, très bien, là, il y a un filon,
Donc la plateforme que tu utilisais était uniquement PrestaShop. D'ailleurs, Non, non, il y avait du WordPress, du du PrestaShop, enfin ça WordPress, t'emmène, Shopify aussi ch ou pas non, encore? je sais pas, c'était pas à l'époque ou alors c'était Bah, vraiment tout récent. Shopify, c'est un an avant, tu sais, juste avant toi, j'ai enregistré Ouais. avec Bruno Levesque, fondateur de PrestaShop, donc que je connais depuis très longtemps aussi. On a reparcouru toute l'histoire et donc non, non, ça s'est créé en fait, lui, il a créé, PrestaShop en 2008 et Shopify, c'était 2007. Mais c'était modèle US et donc ils se sont développés principalement aux US, les quelques premières années. Ils se sont déployés, dans le reste du monde après donc ouais, en 2015, toi, c'était en 2015, ils ne devaient pas être très connus. En tout cas, Non, PrestaShop, mais ouais. franchement, ils étaient inconnus au bataillon, il y a pas Ouais, même pas de PrestaShop budget avait une pour position de leadership en France, ouais. leadership énorme et cetera. Donc voilà et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Donc là, pour le coup, c'était, enfin, c'est très différent, quoi. C'était un business, c'était rentable day one, heu et puis en plus, voilà, j'avais un pour le coup, là où j'avais galéré avant, alors tout n'était pas rose, hein, parce qu'évidemment, tu as des moments, tu as des mois où c'est un peu plus difficile et cetera, mais globalement, ouais, tu as ton petit business, tu génères du cash, tu peux vivre, on va dire, relativement confortablement et cetera. Et en plus, moi, ça m'allait bien parce que ma copine de l'époque qui est devenue, enfin, on s'est mariés ensuite, ma femme, Félicitations. habitait à New York, à cette époque-là et donc si Heu, tu veux, ça me permettait de bosser un peu à l'autre bout du monde, donc remote, remote avant Sympa. l'heure. Elle bossait dans quoi, New York? Écoute, elle aussi, elle est entrepreneur, donc si Ouais, tu veux un jour, tu bah, pourras oui. tu pourras si tu cherches des femmes, du coup, Mais tu sais qu'on cherche des femmes. bah, C'est très voilà, c'est très difficile de trouver des femmes entrepreneurs. On reçoit sur les 2000 dossiers qu'on reçoit à la Tomcat, à peine 3 sont, des startups fondées par des femmes. Donc ouais, il y a un gros sujet et tu sais qu'on bosse dessus aussi à la Tomcat. donc voilà, donc elle était elle aussi en plus dans les courses. Enfin bref, tout ça pour te dire, long story short, que ça m'allait très bien à ce moment-là. OK, donc c'est une agence web où tu développais des sites, Ouais, des sites, e-commerce des applis et cetera pour tous ces clients, et tu as fait ça certains combien de temps? Tu l'as monté j'ai jusqu'à fait ça quelle 2 ans. taille? J'ai fait ça 2 ans. Après, je pense que j'ai toujours su que c'était plutôt, tu vois, pour me «remettre» entre guillemets de l'épisode d'avant. J'ai toujours su que je ferais pas ça toute ma vie. C'est quand même pas le business après, je pense que tu peux faire des très beaux business de services, hein. Puis d'ailleurs, Bah je crois que ouais, ça revient un peu à ouais, la mode en plus pourquoi? en ce moment donc Ouais, parce non, qu'il y mais en a eu bien plein sûr, des non, des non, mais super c'était boîtes un de peu un a priori. services. Ouais, il y a eu notamment là, comment elle s'appelle? Smile là, l'énorme boîte de services là, à Levallois. Il y en a eu plein qui se sont créés à cette époque-là. Ouais, ouais, ouais. Donc mais toi, tu t'es dit: «Non, c'est plus un passage, quoi». Plus un passage. Ouais, c'est plus Ouais. un passage. C'est plus un passage. Voilà, donc ça, j'ai fait ça pendant 2 ans et ensuite, bah, je me suis marié. On a commencé à avoir un projet, tu vois, d'avoir un enfant et cetera et c'est là, pour le coup, où, j'ai fait le B2C, comme tu dis, Ouais. Patrice, back to consulting, où, je me suis dit: «Bon, en fait, tu jamais bossé de ta vie, jamais. Enfin, j'ai jamais bossé, Tu tu t'es jamais juste pris entre marré, tu guillemets t'es un juste amusé, j'ai appris j'ai jamais pris un vrai job». Non, mais si tu veux, heu, moi, mes tu copains, jamais eu un quand je les salaire. revoyais, en soirée, ils me disaient: «Ah, mais toi, t'es blogueur, non?» Enfin, tu vois, des trucs, ils prenaient vraiment pour heu un extraterrestre, quoi. heu et Donc tu l'as quand même vendue cette agence web ou tu l'as juste, non, fermée? pas vraiment. Enfin, Non? écoute, je sais plus, on avait quelques clients, sur lesquels tu avais du run, non, j'appellerais pas ça une revente. OK. C'en est tout à fait c'en est Donc tout à 2 fait, ans, donc honnête. 2017, Ouais, 2018 tu arrêtes ouais et ensuite, et tu vas bosser chez Bain. je suis allé bosser chez Bain, Tu mets voilà. ton costard cravate Exactement. et tu deviens salarié. Mon plus beau costard, ma plus belle cravate, mon plus beau sourire, corporate et du coup, je suis passé Et chez là, tu Bain. commences au bas de l'échelle avec des petits jeunes qui sortent d'HEC Ouais, ou tu es ouais, tout de carrément. suite Ouais, en plus, je me suis retrouvé dans une situation pas évidente où, alors, tu arrives à un grade qui est un peu intermédiaire, mais on te fait bien comprendre que tes années en conseil, bon, tu es gentil, mais par quoi? rapport à Non, des que gens tes années entrepreneur, tu veux dire? ah ouais, pardon, excuse-moi, avec tes années entrepreneur, Ça sert à rien. bah, tu peux diviser par 4 ou 3, je sais plus quel est peut-être facteur, tu vois? Ouais. D'une grille. Bon, si tu as fait, si tu es dans une boîte corporate, tu divises par 2, mais entrepreneur, alors là, tu divises par 3, quoi. Mmh. Mais bon, écoute, ils cherchaient à l'époque des profils, tu vois, qui avaient, tu vois, une ADN un peu digitale et cetera, parce qu'effectivement, tu avais de plus en plus de missions là-dedans, que ton consultant lambda, il n'y connaît rien et nous, ils étaient très contents d'avoir aussi des gens qui sortaient un peu de ce moule-là et ça, je fais ça pendant 2 ans, alors écoute, il y a eu des il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des hauts et des bas. Non, globalement, moi j'ai adoré là-bas. Je trouve que c'est quand même des super boîtes, c'est hyper bien structuré, c'est des gens hyper méthodiques,
Ils ont quand même, tu vois, plein de frameworks, absolument incroyables, sur tout, que ce soit sur les RH, sur les sales, donc en fait, c'est d'une richesse hallucinante et surtout, ils ont quand même un truc qui, pour le coup, je trouve que tu retrouves vachement en conseil et ça, je trouve que ça va vraiment aider en conseil et je dis pas ça pour leur faire plaisir. De toute façon, je pense pas qu'ils m'écoutent, mais c'est pas grave. C'est parce que je le pense. C'est qu'en fait, ils ont tout un truc autour du problem solving. Donc on va te dire: «Tu as une problématique à résoudre et tu dois la résoudre de la manière la plus efficace possible en optimisant tes ressources» et ça, je trouve que c'est vraiment un boulot d'entrepreneur, quoi. Au quotidien, c'est comment je fais face, dans une situation donnée à résoudre le problème que j'ai. Et en fait, on va te le faire de façon hyper structurée, hyper méthodique. C'est: j'ai mon problème, j'analyse mon problème, d'où vient mon problème, quelle est la racine de mon problème, ouais, tu vois? Donc vraiment, tu découpes ton problème en petits sous-problèmes. Tu essaies vraiment de comprendre de façon intellectuelle, en fait, d'où vient le problème et ensuite tu vas dire: «OK, maintenant, dans l'univers des choix que j'ai pour résoudre mon problème, je vais essayer déjà, de les envisager de façon la plus complète possible et ensuite d'essayer de voir parmi toutes les solutions que j'ai, quelle est la solution qui fonctionne le mieux». Donc tu sais, tu as un mindset hyper ingénieur en fait, mais appliqué à des problèmes business et ça, je trouve que c'est pour ça, c'est une école, ils sont imbattables, quoi. Ils ont vraiment, et ça t'accompagne, je trouve, mais toute ta vie, toute ta vie. Ouais, c'est une super ce que tu viens de dire là, c'est une super définition, du métier de conseil, Ouais, et comme tu le dis, qui est très proche, en fait, du métier de l'entrepreneur. Parce que hyper. Ouais, l'entrepreneur, il trouve il identifie un pain point quelque part dans un marché et son rôle ensuite, bah, c'est de solutionner et d'apporter une solution à ce pain point sur un marché, particulier. Donc c'est exactement la même démarche, sauf qu'il y en a une, c'est pour toi, c'est pour ton ouais, compte et comme tu le dis, bah, tu as tous les risques et l'autre, tu fais ça, en tant que salarié bien payé pour le compte, d'une entreprise, cliente et donc, le projet, sans citer le nom évidemment, le projet le plus intéressant sur lequel, tu as bossé, chez Bain, c'était dans quelle industrie? C'était quoi? j'avais fait un projet incroyable en défense, sur des sujets, sur des satellites, donc très, très tech, hyper tech. Et puis, c'est un peu la mode en ce moment, tout ce qui est, defense tech, space, machin. Bref, c'était sur le futur de la connexion dans les Wi-Fi, dans les avions. Incroyable, incroyable. Vraiment, je me Super. suis vraiment éclaté. Tu vas vraiment au fond des choses, tu deviens un expert et bah, alors en revanche, j'avais une frustration là-bas, mais qui était à un niveau, insoutenable. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait plus de 2 ans et encore je me demande comment j'ai tenu aussi longtemps. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu as connu, parce que bon, la première fois, c'était clairement un échec. La deuxième, c'était pas bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus un truc, je me réveillais pas le matin en disant: «Ouais super, j'ai créé ma petite agence web», quoi. Tu vois? C'est pas le truc où tu te dis, Mmh. «J'ai accompli quelque chose» non plus, quoi. Ouais. Puis tout le monde me traite de blogueur. Exactement. Les gens te disent: «Tu un blogueur», donc ça enfin, Ouais. tu vois, ça fait quand même un peu ça fait bizarre, quoi, tu vois? Tu te dis: «Mais attends, non, Bah, surtout un blogueur avec, 50 followers, quoi. Ça fait pas ouais, ouais. sérieux. Non, 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 mais j'en avais en plus, on en avait beaucoup plus, quoi. Ah C'était ouais, quand même. Bon, il y bah, avait ça quand même non, va. il y avait une vraie audience, quoi. Heu, Pas le prendre trop personnellement, mais c'est sûr que ça frustre un peu. ouais. Et donc enfin vraiment moi j'étais dans les starts quoi. J'avais qu'une envie, c'était de remonter une boîte et puis un peu une vraie boîte quoi. Cette fois-ci, je pense que j'avais quand même identifié que il y avait eu un vrai sujet d'ambition, un vrai sujet de se donner les moyens, pas se donner les moyens d'un point de vue humain, effort et cetera. Parce que moi j'ai jamais été avare de voilà du travail, enfin de l'effort que je mets, mais c'est plutôt l'ambition globale quoi. C'est-à-dire en fait si tu veux faire quelque chose qui a de l'impact, qui grandit, qui grossit, bah, va falloir tu peux pas le faire tout seul, en fait. Tu es obligé d'avoir une équipe, tu es obligé de te mettre des milestones importantes, d'aller viser haut, quoi. Parce que si tu Ouais, vises pas haut, mais forcément, il se passe rien, quoi. exactement. Alors, comment se passe dans ta tête le processus de dire, «Ouais, je viens de travailler sur une mission dans la space tech, defense tech, extraordinaire et là, je vais annoncer à mon boss, que je le quitte». Comment ça se passe concrètement, en fait? Ouais. Alors attends et donc du coup, juste pour te dire, c'est que à New York aussi, parce que quand ma femme était j'ai rencontré des entrepreneurs qui, pour le coup, étaient Ah, assez all-in, ouais. qui ont fait des trucs, un peu stratosphériques et Le cetera. fameux passage par les États-Unis pour Ouais. l'entrepreneur Et français, ben c'est et un ben, peu game changer. en fait, tu sais, ça t'ouvre les yeux, ça t'ouvre tes chakras et tu te dis: «Mais en fait, ce type, ouais, voilà, il l'a fait, quoi»
Est-ce qu'il est fondamentalement, plus malin que moi? Peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais en fait, tu vois des gens le faire en live et là, tu comprends qu'en fait, il y a des gens qui le font, quoi. Et ça, tu as fait ces voyages pendant que tu étais chez Bain Quand ou? j'avais mon agence, quand j'avais mon Ah, agence quand web. tu étais en agence, OK. Voilà. Mais du coup, OK. c'est là où ça commençait un peu à, tu vois, À bouillonner, à à te bouillonner, dire quoi. à te dire: «Je l'ai joué, j'étais un peu petit bras, J'étais hyper petit bras. j'étais un peu à la française et là, je Ouais. vois des mecs, qui ont potentiellement rien de plus que moi et pourtant qui font des trucs, énormes ou en tout cas qui racontent qu'ils font des trucs Non, énormes». non, qui font vraiment des trucs Qui énormes. faisaient, ouais, ouais. Ouais, Bah, mais tu connais quand même, les Américains, ils ont une capacité de ouais. storytelling, ce qu'on vous apprend aussi à Bien la sûr, Tomcat ouais, ouais, ah bah, d'ailleurs, ça, c'est sûr qui que est que bon, quand tu creuses, souvent c'est c'est quand même, assez ouais, c'est exagéré ce qu'ils racontent. Mais en fait, c'est exagéré. Moi, ce que je vois en fait des Américains que je connais depuis, bah, depuis l'âge de 17 ans et que j'adore comme tu le sais, c'est que en fait, c'est pas qu'ils racontent n'importe quoi, c'est qu'ils racontent tout avec quelques années d'avance. Parce qu'ils sont tellement ambitieux et tellement, clairs sur, leur vision, qu'en fait, ils te la vendent, avec 3 ans d'avance. Donc s'ils te disent qu'ils font, déjà, 10, 15, 50 millions et qu'ils font déjà, tel et tel produit avec, telle fonctionnalité, en fait, ils te vendent là où ils seront dans 3 ans. Mais ils vont y arriver, c'est ça le truc. C'est que la plupart quand même y arrivent grâce à cette ambition et cette démarche qu'ils mettent en place où pour eux, tout est possible, quoi. bah, cet optimisme. Cet optimisme où tout est possible, rien n'est impossible. Ouais. Et tu te souviens dans l'algorithme, le questionnaire qu'on vous passe à la Tomcat, je sais pas si tu te souviens, ou peut-être qu'à ton époque, il était, tu vois, t'as répondu au questionnaire quand tu as postulé à la Tomcat? Bah, si je l'ai pas fait, c'est que vous avez pas bien fait votre boulot, hein. Non, mais, non, mais peut-être parce que toi, tu fais partie d'une très ancienne promo. Ah, j'étais Donc, la version bêta, c'est ça? Il y avait ouais, pas tu étais de la version bêta, donc je me ouais, dis, je si, sais si, pas. si, si, il y avait, Si, si, il y avait le questionnaire. le Bah, tu te questionnaire. souviens que parmi les questions, il y avait quand même beaucoup de questions sur est-ce que tu as étudié une partie de ta vie aux États-Unis? Est-ce que tu as voyagé aux États-Unis? Est-ce que tu as fait des stages aux États-Unis? Parce que, comme tu le dis, c'est effectivement game changer pour un entrepreneur français. Non, mais ça, pour le coup, ça a été un déclic énorme. C'est que tu vois des gens, tu es confronté à des personnes, tu arrives et il y a 150 personnes dans leur bureau, quoi. Ils ont commencé il y a 2 ans. Je fais: «Oh, OK». Ouais. Et on n'a pas parlé de OpenAI et Anthropic encore, mais on va en parler. Ouais. Mais juste attends, avant qu'on parle de ça, reviens sur comment ça se passe dans ta tête quand voilà, tu fais des missions quand même hyper high level, intellectuellement hyper intéressantes et challenging. Ah, tu te dis, je vais dire à mon boss que je le quitte pour replonger dans un truc où je me suis quand même planté 2 fois. Moi, je suis assez surpris, mais même, je trouve ça assez incroyable, ta capacité à dire, «Je replonge je replonge dans le truc, alors que je suis bien payé, je suis dans une top boîte, je travaille sur des top projets». Ouais. Comment ça s'est passé concrètement? Bah, je sais pas, moi, je trouve que tu pas trop le enfin, tu le sais au fond de toi, tu pas le choix, quoi. Tu sais que tu te projettes pas du tout, en fait, faire ça toute ta vie, enfin, moi, je commençais à être tiraillé, enfin, je commençais à avoir un manque d'alignement total entre mes aspirations profondes et le job que je faisais au quotidien, quoi, où, c'est un truc où on me demande et c'est enfin et il s'agit pas du tout de hiérarchiser l'un ou l'autre, hein. Je pense qu'il faut faire ce qui te plaît dans la vie, c'est tout. Tu un truc d'un côté où, en fait, il faut absolument, rester dans le cadre, enfin, tu vois, le but, c'est quand même de plaire à ton client in fine, s'il y a un truc auquel tu crois pas trop, mais il faut le faire, il faudra le faire, puis même en plus tu te dis, enfin, j'en sais rien, je me voyais pas faire ça toute ma vie, c'était impossible et donc si tu veux, dès que j'avais une mission où dès que j'avais une heure de libre, boum, j'allais regarder des idées de boîtes, de trucs que j'ai envie de faire et cetera et en fait, j'ai eu une mission qui a été vraiment particulièrement dure, enfin tu finissais à 2 heures du mat et cetera, enfin 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais c'est pour ça que c'est aussi une bonne école, le conseil, quand même, Ouais, parce que ce genre d'horaire, c'est, malheureusement ou heureusement, les horaires que tu dois faire pendant les 4, 5 premières années de ta start-up, quoi. Si tu veux faire un gros succès. ouais, ouais. Donc voilà, moi, enfin, de toute façon, tu sais, c'est des boîtes dans lesquelles ils sont hyper habitués, de enfin, tu as un turnover qui est quand même assez important, Ouais. parce que soit tu y crois à fond, soit tu y fais 2 3 ans et au bout d'un moment, j'ai fait: «Non, mais moi» donc voilà, donc Ouais, soit tu es lifetimer, comme ils ouais disent, soit tu pars au bout de 2 à 5 ans, quoi. et donc effectivement, ouais, j'ai mis le couvert avec un peu d'appréhension et en fait pas tant que ça, de toute façon,
Pour moi, il y avait je me voyais pas du tout faire autre chose. Enfin, j'avais fait le max du max, du max, du max du temps que je pouvais faire là-bas. OK. Je commençais à rencontrer des entrepreneurs, je commençais à bosser sur des idées, voilà, tu vois, j'avais remis le doigt dans l'engrenage et c'était reparti, quoi. Mmh. Donc là, tu pars sur, Mantra. Ouais, je pars sur D'où Mantra. d'où t'est Alors, venue bah, l'idée? Comment ça t'a démarré? écoute, Associé? Que tu as levé de l'argent? Comment ça s'est ouais, ouais, passé? comment ça s'est fait? Bah, je te dis, moi, enfin, ça devenait, enfin, de toute façon, je voulais remonter une boîte, c'était une certitude. Donc j'ai commencé à rencontrer du monde, Mmh. plusieurs personnes, donc j'ai demandé à mes copains entrepreneurs, tu vois, s'ils avaient des gens, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont fini par sauter le pas, de ma génération. S'ils connaissaient des gens, voilà, qui recherchaient en ce moment, qui pouvaient me recommander et cetera. J'ai rencontré à ce moment-là Guillaume, qui est du coup mon associé, et qui lui est CTO. Qui lui aussi était serial entrepreneur de Ouais, mémoire, hein? qui lui, ouais, mais encore plus que moi lui, parce que lui, il a jamais bossé de sa vie, entre guillemets, quoi. En tant que salarié, En pour tant que préciser, salarié, ou voilà, exactement, fonctionnaire? exactement. Heu, Non, non, c'est encore pire, c'est un cas grave. Puis lui, je pense que c'est la troisième, quatrième fois qu'il s'y remet, tu vois? Enfin bref. ouais, Moi, j'avais fait une mission dans le domaine de la cyber, chez Bain. J'avais adoré le secteur, tu vois? Parce que en fait, tu as des problématiques technologiques, incroyables, enfin, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un sujet sur lequel je peux m'investir à 200 et donc je sais que je vais pas m'ennuyer. Sinon, ça le fait pas. Et donc là, bah, là, c'était un terrain de jeu, c'est un terrain de jeu fou, quoi. Enfin, la cybersécurité, c'est quand même un truc, déjà, c'était nouveau à l'époque, donc personne n'y connaissait rien, et donc les gens avaient aucune culture de ça, tu vois? Donc tu pars de zéro, enfin, moi compris, tu vois? Et donc je me suis mis dedans, vraiment à bras-le-corps. On a quand même, parce que Guillaume, au début, était pas forcément hyper motivé pour faire ça et lui, il voulait absolument faire une boîte dans le tourisme. Me demande pas pourquoi, et je pense qu'il a bien fait de m'écouter, ouais. Et en fait, on a commencé à bosser ensemble et cetera, et il y a le covid qui est tombé, il a bien fait de t'écouter. et donc ça a mis fin à ses velléités de faire un projet dans le covid, et donc je lui ai dit: «Tu sais, discussion cyber, c'est quand même pas mal. Allez, viens, on y retourne». Et il dit: «Non, mais j'avoue», lui il avait une boîte qui était il faisait de la pub géolocalisée, c'était un des pionniers Mmh mh. en Europe, dans le monde, et donc ils avaient quand même des problématiques cyber énormes, donc c'était quand même un truc sur lequel il était hyper heureux de bosser aussi. Donc voilà comment on a commencé à faire ça. Ce qui s'est passé, en fait, je te dis, j'avais fait une mission dans le domaine, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit: «Il y a sans doute un truc à faire là-dedans». C'était assez nouveau, ça commençait un peu à prendre. Tu as le covid qui est arrivé, donc déjà, donc touriste, t'oublies. Cyber, au contraire, ça a mis un tout petit peu de temps, mais il y a eu une accélération du coup d'une prise de conscience des problématiques cyber par les entreprises énorme, parce qu'en fait, toutes les entreprises ont dû du jour au lendemain se, entre guillemets, digitaliser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de passer de Office, dans le dur à Office dans le cloud, hein. C'est ça la digitalisation à l'époque. C'est pas non plus un truc de dingue, mais en fait, il faut le faire. Et évidemment, ça a été fait à la va-vite, ça a été bâclé parce que c'était en urgence, et tu as eu un nombre de boîtes qui se sont fait, taper, par des attaques qui étaient monumentales, et donc tu as eu un besoin, mais en équipement de toutes les boîtes en cybersécurité du jour au lendemain qui a littéralement explosé, et donc on s'est retrouvé dans cette vague-là. Moi, j'avais vu, parce que j'avais commencé à lire des rapports et tout, que le facteur humain, c'était quand même un facteur, bah, qui était prépondérant. Heu, donc on avait décidé de lancer, tu vois, de creuser cette problématique, et en fait, au bout de 2 semaines, on avait, je pense, déjà un client. Alors tout petit client, hein. Alors attends, quand tu dis 2 semaines, parce que tu vois, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, tu vois, souvent la problématique, c'est comment tu franchis le pas, tu vois? Comment tu arrives, déjà à l'idée, et deuxièmement, comment une fois que tu as l'idée, comment tu franchis le pas de dire: «Bon allez, on s'associe, moi je démissionne, toi tu quittes ta boîte, de géologue et on se lance ensemble», quoi. Donc ça, si tu peux revenir sur comment ça s'est produit? Non, on a commencé à travailler ensemble juste avant que je démissionne. Le courant est bien passé, on a senti, tu vois, qu'il y avait une vraie complémentarité, qu'on réfléchissait bien ensemble, enfin, que je pense qu'on était tous les 2 sérieux, engagés, et qu'on était prêts à mettre le bon niveau d'effort pour aller au bout. Parce que c'est sûr que si tu fais ça, Donc là, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire par rapport à ta première expérience. Là, le sujet clé sur lequel tu as réfléchi et tu t'es aligné avec ton cofondateur, c'est sur l'effort que vous étiez prêt à mettre ouais, et le temps ouais, que vous étiez prêt à consacrer sur ce projet, ouais, pour aller beaucoup plus loin que ce que tu avais été sur tes 2 premières startups. ouais, Intéressant. et surtout, effectivement, alors la question de l'ambition,
Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais encore un peu des limites dessus. Heu, Mais alors, je suis désolé, ça me force à basculer sur une question que j'allais te poser plus tard. Mais en fait, c'est le bon timing. Mais alors, si c'est le cas, et tu te souviens qu'on a eu pas mal, on a eu cette discussion deux, trois fois, parce que tu sais qu'on était prêt à te financer pour aller plus loin dans ton projet. Euh, Si vous vous étiez vraiment aligné sur une ambition forte et un projet long terme, pourquoi tu t'es vendu si vite? Tu t'es créé en 2020, tu t'es vendu en 2023 et demi, 4. de ou 2024, ouais, on va dire, ouais, ouais. 2024, ouais, donc on va dire un petit 4 ans. Pourquoi se vendre après? Bon, alors c'est déjà le double de tes autres expériences d'avant, mais quand même, tu vois, moi, j'aurais pu croire que je me dis, voilà, il a, euh, il a ramé vraiment dur pendant ses deux premières expériences d'entrepreneur. Il a échoué, mais il a appris énormément. Et là, il est sur un truc hyper porteur. Et après, on va rentrer dans le deep dive cybersécurité, mais il est sur un sujet hyper porteur. Il a appris plein de trucs en plus chez Bain sur le sujet. Il signe son premier client au bout de 2 semaines. Il a de la traction de malade, ce qu'on a vu, mais il décide de se vendre. Alors, avec le recul maintenant, cette discussion-là, on l'a eue toi et moi il y a 2 ans. Avec le recul 2 ans plus tard, pourquoi tu prends cette décision? Bah, je pense pour les mêmes raisons que je l'ai prise, à l'époque, hein. C'est pas une décision facile, effectivement, parce qu'on avait plutôt une bonne traction, hein, on était, je pense, pas loin du x3, tu vois, year on year, sur l'année où on a vendu la boîte. Hem, la question un peu fondamentale qu'on s'est dit, c'est, heu et je pense que c'est quand même quelque chose que tu es obligé de prendre en compte, tu vois, quand tu prends une décision de ce type, c'est: est-ce qu'on a la conviction qu'on peut maintenir, tu vois, ce niveau de croissance en prenant en compte, tu vois, tous les différents, facteurs, hein. Donc, demande, compétition, et cetera, législation, tout ce que tu veux. Est-ce qu'on a la conviction absolue, qu'on peut maintenir ce niveau de croissance sur les, 5 années à venir? Et honnêtement, la réponse c'était pas un clear cut. On s'est pas dit: «C'est évident qu'on peut», tu vois, aller chercher les, j'en sais rien, les 30, 50, 100 millions d'AR. Alors, c'est toujours faisable. Après, c'est toujours une question de comment tu t'y prends, comment tu te donnes les moyens pour y arriver, et cetera. Quand même, la problématique qu'on avait, c'est qu'on était sur un secteur, enfin, on est toujours sur un secteur, mais même si maintenant on l'adresse assez différemment, sur lequel il n'y a pas de problème de demande, en tout cas pas à court terme, pas à moyen terme. Clairement, les entreprises cherchent à s'équiper, mais il y a quand même une offre qui est assez abondante. Tu as une offre qui est assez abondante, tu as une compétition qui est assez nombreuse et en l'occurrence, nous, qui était extrêmement bien financée et avec un niveau d'exécution qui était plutôt bon en face. Parce que tu as des mecs qui lèvent plein d'argent, mais qui le crament et qui font n'importe quoi avec, quoi. Donc ça, à la limite, tu te dis, bah, c'est du pain béni parce que des types, ils dépensent des milliers et des cents, pour éduquer ton marché, ils font de la pub dans tous les sens, du coup, les clients se disent: «Ah oui, effectivement, c'est intéressant, faut qu'on fasse quelque chose» et puis, en fait, derrière, commercialement, ils sont nuls, le produit, ils sont nuls et donc tu peux récupérer tout ça. Et là, là-dessus, en fait, tu vois, si je vais au bout du truc, si comme leur niveau d'exécution était plutôt bon, c'est en fait, si ils exécutent, on peut gagner, mais il faut qu'on exécute mieux, tu vois? Parce qu'on a moins d'argent, beaucoup moins d'argent. Et donc quelle garantie j'ai que j'exécute mieux qu'eux, sachant qu'ils exécutent plutôt pas trop mal depuis le début? Et donc on s'est dit, tu vois, là, il y a un risque que je maîtrise pas du tout, mais vraiment Mais pas là, du tout. tu parles de tes concurrents en général ou tu parles de la société qui t'a racheté? Non, non, je parle de mes concurrents en général, En qui n'est général, ouais, pas la ok. société qui m'a racheté. C'est Ouais, pas la société qui m'a racheté qui aurait pu, me ok. faire, me causer, je pense, le moindre souci. Déjà parce que c'était pas ces gens qui étaient pas sur mon marché, Ok. initial, même si évidemment, tu vois, les marchés après, c'est Donc, tu ça as été un peu effrayé, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu as été inquiété par le niveau de financement de tes concurrents et d'exécution. Mais tu aurais pu tout à fait te dire, bah, moi aussi, je vais lever de l'argent sur la base de cette traction. De toute façon, personne va me demander de faire 3x tous les ans, hein. Au bout d'un moment, on sait très bien que la croissance, puis après, on est plus sur un rule of 40 qui est quand même loin d'un 3x annuel. Donc, tu aurais pu te dire, bah, je vais aller lever, moi aussi, je vais aller lever pour m'armer. Et puis, de toute façon, comme tu l'as dit,
le marché, il est tellement vaste et il n'y a pas de problème de demande et c'est pas prêt de baisser. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, bah, je vais plutôt prendre l'option d'aller chercher de l'argent pour me renforcer? Je vois, c'est un peu comme en bourse, quoi. Je trouve qu'il y a un moment où tu as un peu envie de prendre tes gains, quoi, tu vois? OK. Tu peux te dire à un moment, en fait, je me suis planté une fois, je me suis planté 2 fois, après j'ai fait un Ah, tu vois? alors ça, c'est super intéressant. Tu vois? Ça ça Non, mais c non, mais j'ai ça, ce fait que un tu viens de dire, c'est super intéressant. ouais, j'ai Est-ce fait que un c'est pas ça j'ai fait un est-ce job, je que suis c'est content de pas ça, l'avoir en fait, fait, mais en vrai, la c'était pas non plus mon destin. ouais, mais est-ce que c'est Heu, pas ça la vraie raison, en fait, pour laquelle tu as mais vendu? peut-être et tu te dis au bout d'un moment, heu, bah, écoute, je prends mes gains, comme en comme au poker, comme en bourse. Mmh. Tu te dis, «Là, j'ai joué, j'ai une main, est-ce que c'est une main gagnante derrière? Je sais pas trop», tu vois? Mais ça C'est peut marcher, hein, mais mais c'est tu te ça qui est dis étonnant parce que, tu vois, tu as eu un courage extraordinaire, et une énergie aussi, remarquable, de pouvoir, relancer une troisième expérience après en avoir raté 2. Quand je dis raté, non, mais on se comprend, il y a pas voilà, de ouais, c'est au contraire, ça fait partie de ta formation. ouais. Mais justement, tu pourrais te dire que, tu as eu ce courage, d'un côté et quand tu as réussi sur ta troisième, au lieu de te dire: «Bon, bah, ça y est, maintenant, je vais jusqu'au bout et je vais devenir un major player sur mon marché», tu te dis: «Non, en fait, comme j'ai raté 2 fois, là, je préfère prendre mes gains». Parce qu'effectivement, c'est exactement la discussion qu'on a eue il y a 2 ans, hein? Non, c'est la Hein? conjonction des 2. Parce que j'aurais eu un boulevard, je l'aurais pris, je l'aurais gardé. OK, Non, j'aurais eu un boulevard, je serais resté dessus. OK. Je serais pas sorti de là, j'aurais pas pris la bretelle de sortie. OK. Bon, pour terminer sur cette partie-là, puis après on attaque le deep dive, heu, Et puis le mis par ailleurs, après bon, c'est un peu secondaire, mais enfin secondaire, je sais pas, mais c'est toujours hyper intéressant, tu vois? On a rejoint une boîte, du coup, qui était une boîte européenne. En fait, tu changes aussi un peu d'échelle de façon hyper accélérée. Tu vois des problématiques qui sont un peu différentes. Nous, ils ont quand même pas mal investi sur le marché français. Genre, on aurait pu le connaître, hein, aussi en continuant à investir, mais c'est aussi, tu vois, tu as des fusions de boîtes, tu as des problématiques hyper intéressantes sur des fusions de boîtes. ouais, ils t'ont séduit aussi sur le projet Le projet était d'intégration bien, il y a eu et un de bon fit projets avec eux. communs. Ouais. Voilà, de projets communs. Mais donc pour terminer sur cette histoire-là, bon, l'être humain, déteste, ou a beaucoup de mal à regretter ses choix. Donc mais je te pose quand même la question, est-ce que tu regrettes le choix ou est-ce que tu plutôt que regretter le choix, est-ce que tu aurais, aimé faire différemment quand tu as décidé de vendre? Non, je regrette pas du tout. OK, Alors c'est peut-être super. un biais, psychologique, Oui, comme tu dis, très fort chez les humains. très fort chez les humains. On n'aime pas passer Non, pour non, des cons. On n'aime non, pas dire qu'on s'est trompé. non, j'ai des non, non, pas non, moi franchement, j'ai des regrets dans la vie, hein, je l'assume assez bien. Heu, Heu, Tu vois, par exemple, j'ai un regret, sur cette boîte. On n'a pas été assez agressif, commercialement parlant, assez tôt, tu vois? Ça, c'est un regret. Ça, je le regrette. et ouais, parce que tu avais pas levé assez d'argent aussi, Pas forcément, c'était ouais. que non, non, c'était je pense que c'était un manque de connaissance du métier de sales Mmh mh. que j'ai appris du coup vraiment, tu vois? Parce que, bah, quand tu es cofondateur dans une boîte B2B, forcément au début, c'est le fondateur qui est sales Mmh. et heu et je pense que j'étais un peu timoré, quoi. Franchement, en fait, on aurait pu accélérer plus fort, plus vite, plus tôt. Mais tu sais pas trop comment t'y prendre, il faut recruter des mecs, c'est dur de recruter en général. Recruter Mmh des mh. sales, je pense que c'est encore plus dur. Heu, Puis en fait, tu as quand même toute une série de méthodologies qui fait que tu passes d'un truc, c'est un flop total à, en fait, tu as une machine de guerre, avec de la crédibilité au quarter et cetera et ça, j'ai mis un peu de temps. Je venais pas trop de cet écosystème-là, tu vois? Donc ça, Ouais, j'ai et ça pourtant, c'est passionnant, tu vois? Quand tu as eu la c'est chance hyper intéressant. de monter une équipe sales, de quasiment 150 personnes, comme on l'a fait chez ProFCE, je peux te dire que c'est vraiment non seulement c'est passionnant, mais c'est aussi, ensuite, très puissant, quoi. Et en fait, après, ça déroule. C'est très dur, comme tout ce qui fonctionne très bien, c'est extrêmement dur de le mettre en place. Mais une fois que c'est en place, tu deviens une machine de guerre, un rouleau compresseur, et tes concurrents, ne peuvent plus grand-chose contre toi, quoi. Et quand tu arrives à faire ça, tu prends beaucoup de plaisir et dans la partie souffrance,
dans la partie mise en place, où là, tu souffres Ouais. beaucoup, parce que comme tu le dis, tu fais beaucoup d'erreurs de recrutement, il y a beaucoup de turnover. Écrire les playbooks, Ah, c'est un, c'est c'est un complexe. taf de dingue. Les rémunérations, évidemment, Ouais. c'est aussi des sujets extrêmement complexes. La répartition des territoires, etc. Bref, c'est un travail vraiment de titan. Mais je le souhaite à tous les entrepreneurs et je te le souhaite pour ta prochaine, de vivre ça pour ta prochaine expérience parce que l'IA ne remplacera pas tout. Et un des trucs que l'IA remplacera pas, je pense, c'est le sujet sales parce que ça reste très humain et donc il y a énormément à faire. D'ailleurs, on le voit aux US. Autant il y a 4 5 ans, non, peut-être même encore moins, il y a 3 ans, c'était les devs qui prenaient des salaires de malades. Tu te souviens, Ouais. Meta, Apple et autres qui débauchaient des devs, des développeurs avec des signing bonus à 1 million de dollars. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, les développeurs sont nettement moins bien payés. Et à l'inverse, c'est les sales maintenant qui sont super bien payés. Et c'est eux Mm. qui prennent des signing bonus pour rejoindre des concurrents. Donc, c'est la bonne transition, là, je pense. Donc, allons-y, la deep dive sur la cybersécurité et le game changer, notamment avec l'IA et la sortie de Mythos et OpenClaw et tout ça. Ouais. Tu peux nous faire une petite masterclass, je sais pas, en quelques minutes, là, déjà une belle intro sur où on en est sur la cybersécurité, quels sont les enjeux majeurs pour toi en ce moment? Ouais, avec plaisir. Donc, la cybersécurité, je dirais en fait, tu as eu un vrai tournant qui s'est opéré à l'ère du Covid, principalement. Comme je te disais, où en fait, toutes les sociétés, mais vraiment toutes les sociétés ont été obligées de basculer sur des modèles, tu vois, de mode de travail digital, connexion à distance, et cetera. Ce qui a littéralement, ouvert un boulevard, à tous les attaquants, de cette planète, qui sont généralement situés, dans des pays où les gens, gagnent moins bien leur vie, dans des pays où tu as des juridictions qui sont impossibles à atteindre. Donc évidemment, tu penses à la Russie, tu penses à certains pays d'Europe de l'Est, je pense à certains pays, d'Afrique, certains pays d'Asie, et cetera. Donc en fait, tu as vraiment une asymétrie, quoi, parce que c'est des gens qui agissent en quasi-impunité. Ils sont pas inquiétés par les autorités locales ou peu inquiétés par les autorités locales. Donc voilà, et donc toutes ces personnes-là se sont engouffrées dans la brèche, qui était ouverte, au moment du covid, et se sont mis, et ça, c'est vraiment un changement majeur. Avant, la cybersécurité, c'était un truc qui était réservé aux grands groupes. Donc c'était des gros groupes qui se faisaient attaquer, tu avais eu Saint-Gobain qui avait été attaqué dans les années 2017, et cetera. Ça avait un peu fait parler à l'époque, notamment à cause du conflit ukrainien-crimée d'ailleurs à l'époque, et là, tu as eu vraiment une sorte de massification de la menace cyber avec, aujourd'hui tout le tissu, industriel, commercial, qui est touché, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu sois une boîte de 15 personnes ou de 50 000, alors tu fais pas face à la même menace en termes d'intensité, de complexité, mais en tout cas, tu es dans le radar. Tout le monde est dans le radar aujourd'hui. C'est être beaucoup plus opportuniste sur les petites boîtes, beaucoup plus, je veux dire, ciblé sur des grosses, mais quoi qu'il arrive, tu es dans le radar et donc tu es obligé d'être préparé. Et en fait, donc tu as eu une accélération du taux de sinistralité des entreprises. J'ai pas les chiffres exacts parce qu'il faudra demander aux assureurs, mais globalement, ce que tu estimes, c'est que, à peu près, tous les 10 ans, la probabilité d'être hacké est proche de 1, quoi. Donc tu es obligé de te préparer à ça, et ce qui a fait très mal, je dirais, aux entreprises, et c'est pour ça qu'elles ont dû vraiment se mettre à jour assez rapidement, c'est que tu as 2 menaces fondamentales assez différentes, mais qui les touchent. La première, c'est tout ce qui est attaque, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, tout ce qui est attaque par rançon logiciel, donc ransomware. Tu as un cœur qui arrive dans ta boîte, qui s'introduit dans le système d'information et qui va le faire tomber, qui va le crypter. Donc là, effectivement, les gens peuvent plus bosser, tes emails ne sortent plus, ton ERP, il est HS. Et donc dans un monde où voilà, tout passe par le digital, bah, forcément ta boîte elle est KO. Et quand tu as une usine, c'est encore plus pire parce que tu as ton usine qui tourne plus, tu peux plus produire, enfin bref. Et tu as un deuxième volant qui est tout ce qui est fuite de données, avec, tu vois, vraiment une prise de conscience pour le coup par le public qui est de plus en plus forte, qu'en fait de la valeur de ces données, de leur importance. Et donc ça, c'est le deuxième levier principal que les hackers vont employer pour essayer de te faire tomber. Donc aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres, ouais, tu dois avoir, chaque année, je sais pas, tu as pas loin de 70-80 des entreprises qui font face à une attaque. Alors forcément, il y en a des grosses, il y en a Là, des petites. tu as un chiffre France, monde? Non, c'est les chiffres France, c'est les chiffres France. Ouais, tu vois, quand tu as des baromètres.
Évidemment, tu as des toutes petites attaques et tu as des très grosses attaques. Donc, il ne s'agit pas de dire que tu as une boîte tous les ans qui met la clé sous la porte à cause d'une attaque. Ce serait ridicule. Mais néanmoins, tu es confronté à la problématique, quoi. Juste si on revient sur ce que tu as dit en préambule, là, donc des attaques qui proviennent de pays principalement Russie, Chine, et notamment, tu dis qu'ils ne sont pas inquiétés, que les attaquants ne sont pas inquiétés par les autorités locales, ce qui est le cas, on le sait bien, hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une volonté politique derrière de ces pays d'affaiblir les pays occidentaux, d'affaiblir les démocraties? Ou comment tu l'expliques que les autorités locales ne fassent pas le boulot? Le cas de la Russie, ça les arrange bien. Alors après, tu as différents niveaux. Tu vas avoir, en fait, tu as plein de types de hackers différents. Tu as des groupes qui sont des groupes vraiment cybercriminels. C'est un peu comme comme des trafiquants de drogue. C'est des gens qui sont là essentiellement pour l'argent. Donc eux, le but, c'est d'aller, rançonner des entreprises, voilà, en mettant à HS leur système d'information, en leur mettant, sous la menace d'une fuite de données et cetera. Donc là, c'est purement motivé par le gain. Tu as des hackers qui vont être des hackers qui vont être qui ont des motivations, politiques, voire géopolitiques. Donc tu vois, qui vont faire de la désinformation, qui vont aller s'infiltrer, dans des administrations, tu vois, avec évidemment, derrière pour objectif d'aller récupérer, évidemment tout un tas d'informations qui sont hyper confidentielles. Et je dirais que le premier type d'acteurs, donc les acteurs cybercriminels, eux, ils agissent un peu avec la bénédiction, tu vois, de leurs autorités parce qu'ils savent que ça, permet un peu de diminuer, enfin c'est quand même, ça met à mal le tissu industriel, ça met à mal les entreprises, mais donc ça les arrange bien. Alors comment on se protège? Comment on se protège de Comment on se ça? protège? Hein, c'est une je dirais que tu as 3 grands volets pour te protéger. Tu as un premier volet qui est, un volet purement technique, où là, pour le coup, tu as pas le choix, quoi. C'est comme, dans une maison, il faut des serrures, il faut des coffres forts, il faut des alarmes, il faut fermer la fenêtre avant de partir et cetera. Enfin bref, il faut mettre en place un certain nombre d'outils qui vont, protéger ta boîte. Donc tu en as plein, tu as les anti-spam, qui vont, arrêter les emails de phishing, tu as ce qu'on appelle, les EDR qui sont des sortes d'antivirus qui sont installés sur tes PC, qui sont censés sonner quand il y a un attaquant qui s'est infiltré sur ton réseau. Tu as, ensuite tout ce qu'on appelle, outils, tu as des firewalls, outils de monitoring du réseau qui vont voir s'il y a des flux un peu étranges, tu vois, qui sortent de chez toi, qui vont ailleurs pour, tu vois, pour détecter des situations suspectes. Donc tu as plein de choses à faire là-dessus, qui sont hyper importantes. Tu as quelque chose qui est souvent négligé, qui est aussi de l'ordre du technique, qui est en fait de bien paramétrer ton environnement. Donc tu vois les suites, Microsoft assez complexes, en fait, tu as plein de paramètres à gauche, à droite, et si tu le fais mal, en fait, tu as plein de portes ouvertes, tu laisses plein de portes ouvertes sur extérieur, donc ça, faut que ce soit bien configuré. Donc ça, c'est une première brique qui est technologique. Tu as une deuxième brique ensuite qui est une brique et ça, c'est sur laquelle on travaille nous, qui est une brique humaine. En fait, quand tu regardes, 80 des attaques, elles arrivent tôt ou tard via les collaborateurs et généralement tôt via les collaborateurs parce que, brute forcer un pare-feu, c'est pas si facile que ça. Trouver une faille, dans un système Microsoft, c'est pas si facile que ça. Et donc du coup, quand tu as envie de t'introduire d'un point de vue, technique, dans une entreprise, bah, le plus simple, c'est de laisser un collaborateur faire une connerie. Enfin, quand je dis une Donc connerie, ça, c'est pas c'est ce qu'on appelle régulièrement via des techniques de phishing, ouais, on appelle ça le social engineering, de façon social large. engineering, ouais. Et ça, selon toi, ça représente quel pourcentage des failles, ou en tout cas des problématiques d'attaque Bah, c'est en fait, cyber? c'est pour le coup, c'est marrant parce que ça enfin, en fait, ça fait c'est devenu Quasiment quasiment 100% ou non, non, mais c'est non? dans 80 des cas, c'est la porte d'entrée. Ce Ouais. qui ne veut pas dire qu'ensuite, tu vois, tu as pas des failles techniques qui sont exploitées pour faire des dégâts qui sont plus importants, mais pour rentrer dans la boîte, enfin, pour rentrer chez quelqu'un, le mieux, c'est que la personne t'ouvre la porte. Tu dois te démerder pour sonner à la porte, tu Ouais. vois? Tu dis: «Bonjour, voilà, je suis pompier, j'ai un calendrier», donc là, tu laisses enfin, tu ouvres la porte, quoi. Donc voilà, donc l'idée, c'est de se faire passer, pour quelqu'un, quelque chose que tu n'es pas, pour faire en sorte que les gens ouvrent la porte. Donc c'est évidemment tous les mails de phishing que tu vois passer. Donc, tu vois le truc hyper simple, c'est j'en sais rien, tu reçois un email, de Microsoft qui te dit que tu as un courrier urgent sur Outlook qui a pas été délivré. Donc bah, en fait, tu fonces, parce que tu te dis: «Ah zut, c'est encore un projet sur lequel, je vais être à la bourre» ou alors, on va te dire, j'en sais rien, il y a une photo de toi, qui est sortie, sur Facebook, est-ce que tu as envie d'aller vérifier? Tout le monde a envie de voir à quoi on ressemble sur Facebook, donc là tu cliques, Mmh. boum et puis tu arrives sur un lien, tu crois télécharger la photo, mais en fait tu télécharges un malware, le malware s'installe sur ta machine et puis ensuite il va faire tout un travail pour aller répertorier le réseau et cetera. Donc c'est vraiment la porte d'entrée principale et ça ne change pas, mais c'est depuis, alors il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi dans l'industrie, mais ça fait quand même, tu vois, quelques années maintenant que je suis dedans.
année après année, rapport après rapport, c'est toujours la même chose. Dans 80 des cas, la fuite, enfin, tu vois, l'origine du sinistre est liée à une Donc action c humaine, donc involontaire. ça, c'est un puits sans fond, quoi. Comment tu peux régler comment tu plus tu as de salariés dans l'entreprise, plus ton taux de chance, qu'il y ait une problématique est élevé. Comment tu peux régler ça? Ouais, mais ouais, en plus, du coup, non, mais pour rajouter au problème, c'est que non seulement, bon, plus tu as de salariés, plus le risque augmente, mais en plus, les techniques évoluent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a 5 ans, tu recevais des mails de phishing qui étaient assez gros. Bon, les gens se faisaient avoir parce qu'ils étaient pas du tout éduqués. Maintenant, les gens commencent à être un peu formés, ils font un Mmh. peu plus attention. Mais maintenant, tu as des mails de phishing qui sont d'une sophistication, absolument dingue. Tu plein de les canaux de phishing ont évolué. Avant, c'était que l'email, maintenant c'est devenu aussi LinkedIn, ça peut être les SMS, ça peut être la voix, tu vois? Surtout avec l'IA maintenant, en fait, tu peux cloner une voix. Toi, j'enregistre ta voix, Patrice, Mmh. parce que Mmh. j'écoute ton podcast. Mmh. Je suis capable de la synthétiser, puis ensuite, je vais appeler, alors je sais pas qui gère la finance chez toi, mais Ouais. je peux aller, Mais t'inquiète pas, ça nous est déjà arrivé, hein. On a ouais, déjà voilà. eu des arnaques au patron pour des virements, à Hong Kong. Mais tu vas avoir un niveau de sophistication qui est incroyablement élevé. Ouais. Et donc en fait, et les modes d'attaque évoluent en permanence. Tu as toujours des nouveaux trucs et astuces qui sortent. Donc c'est pour ça que tu es vraiment obligé de faire un travail de fond, entre guillemets, un peu de mise à jour, Mmh. un peu comme un software, quoi. Tu mets à jour tes collaborateurs en permanence. Donc tu as plein de façons de le faire. Déjà, tu vas essayer de les éduquer, enfin leur faire prendre conscience de tous ces sujets-là. Donc là, tu peux leur faire, ça peut être des e-learning, ça peut être des tutos, ça peut être des vidéos, ça peut être du chatbot. Enfin, tu as plein de façons de faire, quoi. Mais c'est de les exposer à cette situation, qu'ils les voient, qu'ils les rencontrent, pour que le jour où ça se produise, ils disent: C'est marrant, ça me rappelle, tu vois, le petit tuto que j'avais eu il y a 6 mois, là-dessus, donc peut-être qu'il faut pas que j'aille au bout». Tu vas faire ça et puis tu vas aussi, chercher, à leur donner des outils pour faire face à ces attaques, tu vois? Donc, tu vois, nous, par exemple, on a des agents, dans le navigateur, dans l'email, où quand on va utiliser l'IA pour essayer de détecter justement ces fameuses attaques et on va expliciter aux collaborateurs, en fait, qu'est-ce qui est dangereux, pourquoi nous on pense qu'il y a un danger. C'est comme avec l'IA, tu vois? On lui laisse son esprit critique, Mmh. mais au moins tu l'aides, tu lui mets des indices pour lui permettre d'essayer d'être le plus vigilant possible. OK, et tu disais qu'il y avait un troisième sujet? Ou une Et tu as un troisième raison? 3e sujet, ouais, qui est, je dirais, un sujet, plus d'ordre, financier. Donc je pense que c'est important aussi, tu vois, d'arriver à contractualiser, des assurances cyber, de façon, pour te couvrir de ton risque. Ton risque, marginal n'existe pas, même avec la meilleure technique, même avec les meilleures formations, outils de formation en défense de tes collaborateurs. Bah, quand tu prends une attaque qui est vraiment très, très dure, une grosse attaque, ça peut te coûter à peu près, tu vois, 10-15 de ton CA. Mmh mh. Enfin, tu as plein de boîtes qui s'en remettent pas, quoi. Enfin, un truc comme ça. Donc toutes les compagnies d'assurance aujourd'hui offrent des polices Ouais, d'assurance, cybersécurité tout qui à fait. sont, plus ou moins chères selon ce que tu prends, Ouais, quoi. plus ou moins cher, plus ou moins efficace. Enfin bon, Ouais, ça, c'est leur métier, mais ouais. Et alors, et qu'est-ce que tu penses de justement de l'arrivée de l'IA? Est-ce que c'est positif, pour régler les problèmes de cyber, ou est-ce qu'au contraire, ça compile le problème? Tu vois, moi, par exemple, la sortie d'OpenClaw, Mythos, je me dis, d'un côté, ça peut être pas mal, mais d'un autre côté, ça peut faire encore plus peur, quoi, parce que ou ça peut créer encore plus de problèmes. OpenClaw, quand tu vois qu'il y a plein de il y a maintenant des millions de personnes qui laissent, connecter, leur mini iPad, toute la nuit, ouais. et OpenClaw, récupère, toutes les données, les mails, les photos, pour faire, des travaux divers et variés demandés par le propriétaire de ce mini iPad. Donc là, tu te dis, il peut se passer n'importe quoi en termes de sécurité. Mythos, tu te dis, il est capable de créer, des codes, cryptés de très haut niveau, mais s'il les crée, ça veut dire qu'il peut aussi, les décrypter, et donc potentiellement Mythos peut avoir accès, à n'importe quelle data, n'importe quelle information, et peut décrypter n'importe quel code, des plus sophistiqués. Donc là, il y a même plus besoin de phishing ou quoi que ce soit, Mythos va aller, taper directement, dans les comptes de la Banque de France. Donc, comment toi tu vois ça? Est-ce que tu vois l'arrivée de ces technos, IA, comme quelque chose de positif pour la sécurité et pour la gouvernance, des entreprises, ou au contraire comme une compilation de nouveaux risques? Comme d'habitude, tu as un peu des 2, mais tu as quand même une compilation de nouveaux risques qui est assez impressionnante à court terme. Dans les risques, j'en vois 2 que tu as mentionnés. En fait, tu as un 1er risque qui est lié à l'usage. Mais donc l'usage par les collaborateurs. C'est que dès que tu as un nouvel outil, tu peux être à peu près certain que les gens vont faire n'importe quoi avec. Mais c'est même pas mal intentionné, quoi. C'est juste que, voilà, c'est un nouvel outil, on les a pas formés, on leur a pas dit à quoi faire attention, à quoi être vigilant. Et donc effectivement,
Tu vois, typiquement, quand les LLM sont arrivés, bah, les salariés, ils ont fait leur boulot. Ils cherchaient à être le plus efficace possible. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre des fichiers de la boîte sur les LLM, sachant que tu as aucune confidentialité sur les données, tu vois, qui sont, envoyées à ces modèles grand public et donc forcément, bah, tu as des infos confidentielles qui partent dans la nature. Donc tu as tes gros sujets liés à l'usage. Pareil, tu disais avec OpenClaw, les gens en fait, bah, pareil, en fait, ils veulent faire leur boulot de façon efficace, donc ils vont connecter le bot, pour accéder à leur tool. Sauf qu'OpenClaw, bah, une fois qu'il a le mot de passe, qu'est-ce qui te vient du mot de passe? Tu en as absolument aucune idée et donc évidemment, tu as des risques de fuite de données qui sont absolument gigantesques. Donc ça, tu as un premier risque qui est lié à l'usage. Tu as un deuxième risque ensuite, mais qui pour moi est pire, qui est, les usages, entre enfin, tu vois, mal intentionnés liés à ces outils. C'est le fait que les attaquants utilisent ces outils comme armes, vont utiliser la puissance de feu qu'ils possèdent pour mener des attaques qui soient, bah, plus efficaces. Alors pour le coup, tu as eu, en matière de phishing, c'est absolument dingue, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où, les attaques de phishing, c'était quand même des trucs un peu standards, un peu bateau, à du cousu main intégral, heu, où, l'email, si tu veux, va se faire passer, enfin, il f tout est parfait, quoi. Les personnes dans l'organisation sont parfaites, la grammaire est parfaite, le look and feel est parfait, même le timing est parfait et pourquoi? Parce qu'en fait, la barrière à l'entrée pour créer ce genre d'attaque, elle a été réduite à presque zéro, quoi. Comme les marketeurs, tu vois, qui font des campagnes hyper ciblées, quoi. C'est exactement pareil. Donc là, l'arrivée de mais sans attendre, pour le coup, on n'a pas eu besoin d'attendre Mythos, tu vois, pour arriver à ce niveau de danger. Et là, avec Mythos, ce qui est un peu nouveau, ce qui change un peu la donne, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte, en tout cas les chercheurs se sont rendus compte que les capacités de détection de failles de Mythos dans le logiciel étaient sans précédent. Mais vraiment sans précédent, quoi, par rapport au modèle, précédent, pour le coup. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais plus tu avais quel logiciel? Je crois que c'est Axios, enfin, tu vois, un truc assez, Ah. un truc très core, utilisé par les développeurs. Tu avais une faille depuis 27 ans, personne ne l'avait jamais détectée. Mythos arrive, une semaine plus tard, et il la trouve. Donc là, tu peux te dire le bon côté, c'est que, bah, c'est super, on va pouvoir détecter des failles avant les attaquants, donc ça, c'est le côté positif. Le côté un peu plus noir de cette affaire, c'est qu'en fait, le problème, c'est que détecter des failles, c'est bien, les corriger et les déployer, malheureusement, ça prend pas mal de temps. Il faut déjà corriger ton software, donc déjà, tu peux avoir des dépendances, tu as des parties du code que tu patches, par rapport à d'autres briques et cetera, donc tu as quand même un peu de refactoring. Ça dépend, hein, des trucs plus ou moins complexes, mais donc ça prend du temps et en plus, une fois que tu as ta nouvelle version, il faut la déployer. Tu vois, tous les gens qui ont des versions du software qui sont pas dans le cloud, qui sont, enfin, vraiment installées on-prem sur des serveurs et cetera, il faut les déployer, quoi, faut patcher, quoi et nous, ça enfin, on n'est pas, enfin, toi, Patrice, tu es pas directeur IT, donc tu mets à jour, Gmail, c'est automatique, quoi. Tu as même pas besoin de le faire. Là, quand tu as des trucs qui sont installés sur tes serveurs, il faut le faire, quoi. C'est long, ça prend du temps, ça t'interrompt et en fait, donc pendant tout ce temps-là, eux, les attaquants, évidemment aussi, ils font ce même travail de chercher les failles. Bah, ouais. Sauf qu'ils les trouvent, peut-être en même temps que toi, mais toi, tu as pas eu le temps de patcher, tu as pas eu le temps de déployer et donc là, ils les exploitent et donc je dirais que, malheureusement, à moyen long terme, c'est pas une évolution, je pense hyper favorable. Bah, ouais, moi, tu vois, bon, on est loin de tout savoir évidemment, mais moi, c'est Mythos, là, c'est le premier sujet où je me dis pourtant je suis un capitaliste, hein, c'est le premier sujet où je me dis: «Je comprends pas pourquoi, l'État américain et les Européens, ne se penchent pas à fond sur la réglementation de Mythos». Parce que Mythos dans les mains de ce qu'on évoquait tout à l'heure, les cyberattaquants, ça peut créer une violence et nettement agrandie par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à présent, quoi. Donc, toi qui es dans le milieu, est-ce que tu as connaissance de projets de réglementation? Alors on voit que le gouvernement américain a convoqué plusieurs fois Anthropic sur le sujet. Pour le moment, il y a aucune discussion sur des projets de réglementation. Mais, est-ce que tu as de l'info, toi, sur ces sujets-là? Non, bah, alors, en fait, tu as de la réglementation, non, mais je vois ton point, c'est que tu dis, en fait, Mythos, c'est comme les armes à feu, quoi. On va pas, Bah, oui. laisser les gens acheter une kalachnikov en libre service, chez, Ouais, c'est un peu ça. Exactement. non, effectivement, non, non, non. Mais c'est vrai que c'est en même temps, c'est assez nouveau comme situation, hein, parce que pour que ça arrive à ce point,
C'est-à-dire que c'est sûr que ça permettait l'IA permettait de fabriquer des attaques de manière un peu plus rapide, mais à ce point, trouver les failles, c'est vraiment critique parce que quand tu as une grosse faille qui est trouvée, c'est-à-dire que n'importe qui, enfin, c'est-à-dire que tu peux accéder à n'importe quelle entreprise de façon hyper facile. Bah, Si ouais. tu as une faille dans un software, ça va à toute vitesse et donc tu as quand même de la réglementation qui arrive, parce qu'en Europe, on est quand même plutôt pas trop mauvais là-dedans, généralement. C'est On plutôt excelle même, on est on même en excelle, excellent. excellent. Tu as la réglementation qui arrive, qui est plutôt pour, je pense que ça a aussi du bon pour le coup, à enfin contraindre un certain nombre d'entreprises qui sont, ce qu'on appelle les entreprises, d'intérêt vital. Donc c'est des entreprises, tu vois, qui font, j'en sais rien, qui vont faire, des services clés, ça peut être dans l'énergie, ça peut être, tu vois, dans les télécommunications et cetera, à adopter des postures de sécurité minimales. C'est Mmh. en fait, on veut plus qu'il y ait des canards boiteux en termes de cybersécurité qui soient des entreprises, qui a un rôle important dans l'économie. Pour mettre Mmh. vraiment tout le monde à niveau et éviter que tu aies, et on le comprend, mais le 2G ou le DAF au COMEX qui dit: «Écoute, vous êtes sympa, l'investissement en cyber, oui, c'est dangereux, mais en fait, on verra ça plus tard parce que là, moi, tu vois, j'ai une target d'EBITDA, fin d'année et en fait, on va pas la respecter». Donc Mmh, mmh, mmh. pour le coup, tu as quand même un certain nombre de contraintes, donc ça, c'est une norme qui s'appelle NIS 2 en donc c'est en Europe, en train d'être transposé en France, pour obliger les entreprises à consentir un minimum d'efforts et d'investissement sur les sujets de cybersécurité. Il y a plein de boîtes Ouais. qui ont pas attendu ça pour le faire, hein, et qui le font très bien et Mmh. qui prennent le sujet bon voilà, pour qu'il y ait un niveau minimum. Un peu comme je sais pas si c'est le brevet des collèges de la cybersécurité. Je pense que tous les consultants qui bossent là-dessus, me tueraient parce que je pense qu'ils galèrent bien à l'implémenter chez leurs clients, mais voilà, pour s'assurer que tu es quand même donc tu as quand même une prise de conscience. Mmh. OK. Alors, tu vois, c'est ce qui est vachement intéressant de faire ce genre d'enregistrement, de podcast le 20 avril, 2026, c'est que dans quelques années, quand on écoutera ce podcast, on saura si, effectivement OpenClaw et Mythos ont mis un bordel monstrueux dans la cybersécurité mondiale. Donc on aura la réponse aux questions qu'on se pose, aujourd'hui. Mais il nous reste plus beaucoup de temps, mais un peu dans la même veine, on a vécu, le SaaSpocalypse, il y a quelques mois et en même temps, l'apocalypse aussi des boîtes, de cyber, puisque les analystes financiers ont commencé à croire que, bah, justement, peut-être que grâce à l'intelligence artificielle, les boîtes, de cybersécurité, ne seraient plus nécessaires, comme les logiciels d'ailleurs. Est-ce que tu penses que c'est complètement fou de penser ça? En tout cas, les analystes financiers et les investisseurs le pensent, hein, puisque tu le vois, hein, il y a beaucoup de boîtes listées, de cyber et de SaaS, qui ont perdu, entre 20 et 40 de leur valeur sur les quelques derniers mois. Est-ce que tu penses que c'est complètement fou de penser ça et qu'au contraire, comme on vient de peut-être de le dire, que ça va créer tellement d'autres problèmes qu'il va falloir encore plus de boîtes spécialisées sur la cyber et de personnes spécialisées sur la cyber pour, continuer à régler les problèmes qu'on s'auto-crée et que l'IA va nous créer, de manière encore plus importante? Ou est-ce que tu penses que ouais, ouais, potentiellement Mythos, peut devenir, la boîte de cybersécurité mondiale, et qui va tout gérer? Ou entre les 2 quoi? Où est-ce que tu en es sur ce sujet voilà, de baisse de valorisation, et de cette perte de confiance dans le futur des boîtes de SaaS et des boîtes de sécurité par les analystes financiers et le marché? Ouais, on peut commencer par le SaaS, ensuite sur la cybersécurité. Bah, écoute, je pense qu'il y a clairement des boîtes SaaS pour lesquelles, c'est justifié. Parce qu'en fait, quand tu regardes la facilité avec laquelle tu peux lancer un projet, enfin, j'imagine que tu l'as fait, tu t'es amusé peut-être à un peu à vibe coder, le week-end, Tous les jours. tous les jours. Moi aussi, je vibe code un peu, à mes heures perdues, quand j'en ai, Ouais. et c'est vrai que c'est quand même fascinant. Enfin, en fait, ce que tu peux faire aujourd'hui, enfin, tu peux vraiment littéralement coder ton SaaS, sur un week-end en dépensant quelques centaines d'euros et tu as un résultat qui honnêtement, enfin, c'est plus que satisfaisant, quoi. Tu peux vraiment sortir une vraie application avec de la complexité, heu, avec un investissement qui est minimal. Donc, je pense que oui, tu as des boîtes SaaS, si tu pas, si tu pas un edge particulier, quel qu'il soit, je pense que ça peut faire très, très mal. Hem, Après, est-ce que toutes les boîtes SaaS sont à mettre dans la même catégorie? Je pense pas du tout. Je pense que tu as des boîtes SaaS qui ont de l'IP propriétaire,
qui ont des déploiements qui sont impossibles à modifier. Enfin, en fait, tu as plein de boîtes sur lesquelles, à mon avis, tu es quand même foncièrement assez protégé. La cyber, je pense que tu en fais aujourd'hui encore un peu partie. Après, tout dépend ce que tu fais en cyber, hein. Mais, pourquoi? Donc déjà, tu as un premier sujet qui est un vrai sujet de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, un tool, va codé, en 2-2, on sait très bien que d'un point de vue, sécurité, il va être complètement à la rue, quoi. Donc, s'il y a bien un secteur dans lequel les acheteurs sont quand même assez vigilants sur, tu vois, la sécurité de ton produit, c'est vraiment la cybersécurité. Parce qu'en fait, tu as des droits, des accès qui sont énormes et donc il faut quand même montrer patte blanche avant de pouvoir d'être accepté. Heu, Ensuite, généralement, tu as quand même des outils, sur lesquels enfin, tu as plusieurs choses, mais tu as quand même des intégrations qui sont assez complexes entre différents outils entre eux, où tu as plein d'outils qui vont se parler et donc ça, mine de rien, c'est pas si simple que ça à répercuter, avec une connaissance métier généralement qui est très, très forte. Ouais, mais d'accord, ouais, ouais, non, mais ça, je suis d'accord, mais tu vois bien que les grosses boîtes de sécurité, CrowdStrike, Palo Alto, ont quand même chuté de 30 quoi, Ouais, alors justement, à moi cause ça de ce franchement, risque je de sur dire: une boîte ils vont être remplacés». comme CrowdStrike, j'y crois pas trop parce que, tu vois, CrowdStrike, donc c'est ce qu'on appelle c'est pas que ça, mais c'est un EDR, donc c'est un antivirus hyper amélioré, quoi, 3 même pas 2.0, 3.0. Donc c'est quand même un agent que tu vas déployer sur chacune de tes machines avec un nombre de fonctionnalités qui est inimaginable. C'est un truc, si tu veux, même avec l'IA, avant de réussir à copier ça, ça va te prendre un certain nombre de temps, quoi. Ouais. Parce que c'est pas vraiment du SaaS, en fait. C'est un peu plus que du SaaS. Oui, tu as une console d'admin en SaaS, mais ça, c'est Mmh. la partie, immergée de l'iceberg. Ce que tu vois pas derrière, c'est le fait que toutes les briques que tu as dû déployer sur des centaines de milliers de postes, des centaines de milliers de serveurs, en fait, tu as un switch cost qui est énorme. Énorme, énorme. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Donc en fait, ta réponse, pour résumer, parce qu'à nouveau, il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est quand même de dire que cette baisse et cette réévaluation à la baisse, des valorisations des boîtes de SaaS et des boîtes de cybersécurité, concernant cette peur qu'ils soient tous remplacés par, des nouveaux logiciels, vibe codés, ou des gros acteurs type, Anthropic, que c'est surestimé, que c'est probablement, Anthropic, surestimé. complètement surestimé. Voilà, et qu'on se fait un film à s'expliquer là entre nous que, bah, potentiellement tout va être remplacé alors qu'en fait on remplace pas. Et d'ailleurs, si tu veux, moi il y a un sujet parce que je creuse, tu sais, j'adore, bah, évidemment, j'adore la tech, j'adore les boîtes de tech, j'adore investir aussi dans les boîtes de tech. Et en fait, il y a un sujet qui est quand même où on voit que en fait, il y a un truc qui manquera jamais, c'est la connerie d'être humain, quoi. Parce qu'en fait, on se dit on se dit: «Oui, en fait, les boîtes, elles vont être remplacées et puis, ça coûtera beaucoup moins cher d'avoir des logiciels et des boîtes de sécurité. Mais en fait, quand tu regardes Anthropic en 5 ans, ils sont passés quasiment de 0 à 30 milliards de chiffre d'affaires en Ouais, run rate, hein, en 5 ouais. ans. Une boîte comme Salesforce, qui est bon, un des plus gros SaaS, mondial, créé, il y a presque, 25 ans, même plus d'ailleurs, 26 ans, c'est 38 milliards. Donc c'est quasiment le même chiffre d'affaires qu'une boîte qui s'est créée il y a 5 ans. Et donc, en fait, on t'explique que ça va être beaucoup moins cher maintenant et que il faut un discount énorme sur les boîtes de SaaS et les boîtes de cybersécurité parce que tout va être moins cher grâce à l'IA. Mais en fait, moi, je vois que c'est plutôt un transfert beaucoup plus rapide et que l'IA va coûter très cher, puisqu'Anthropic est capable de facturer 30 milliards de chiffre d'affaires en à peine 5 ans à ses clients, Mmh. alors que Salesforce a mis 5 fois plus de temps pour facturer le même montant. Donc ça va pas du tout être moins cher. En fait, les boîtes et les départements IT des boîtes vont devoir, dépenser encore plus d'argent dans le SaaS et dans la sécurité, et les chiffres d'affaires d'Anthropic et OpenAI le montent. Et il y a aussi pour moi un sujet énorme et tu en parlais, c'est en fait l'économie autour des API. Parce qu'aujourd'hui Anthropic, OpenAI fonctionnent bien parce qu'elles ont accès aux API, sans payer. Et donc, en fait, c'est un modèle économique, nouveau qui est en train de se réinventer. Et donc toutes ces boîtes comme, tous ces gros SaaS qui ont mis, des API en place et qui ont, comme tu l'as dit,
des fonctionnalités extrêmement importantes sur l'ensemble du périmètre de boîte, de plugger un Anthropic ou un OpenAI au-dessus, qui bénéficie de tout ça, entre guillemets, gratuitement, moi, je pense que c'est pas viable. Et je pense qu'il va avoir un moment où il va avoir un modèle économique autour des API et que des grosses boîtes de SaaS ou des grosses boîtes de cyber existantes actuelles vont demander à OpenAI et à Anthropic et à d'autres LLM de leur payer un droit de passage, en fait. Et ça, c'est un truc, je pense, hein, que les analystes financiers n'ont pas du tout pris en considération quand ils ont essayé de repricer les boîtes de SaaS et les boîtes de cyber en se disant, bah non, elles vont avoir un chiffre d'affaires qui va ne faire que baisser parce que petit à petit, on aura moins besoin d'elles. Ah non, c'est possible effectivement parce qu'en fait, il faut quand même qu'il y ait de la donnée, sur laquelle tu puisses jouer et c'est vrai que bah, avec Claude, tu enlèves l'accès, j'en sais rien, à ton HubSpot ou à ton Salesforce, soit pour prendre des actions marketing, soit pour faire des analyses, il est Mais complètement c'est aveugle, fini. quoi. Voilà, il est aveugle. C'est Ouais. fini. Donc voilà, donc je pense qu'on est dans un discount qui n'a pas lieu d'être et donc je suis acheteur. Mais ça J'espère dépend que dans 5 des ans, on ça aura dépend des raison. boîtes quand même, je pense, hein. Oui, Je pense oui, que bien sûr, tu bien as des sûr. boîtes, si tu pas un vrai, une vraie barrière à l'entrée, c'est juste de la feature, Non, je suis d'accord. ça Non, peut non. faire un peu mal quand même, Ouais, hein. on parle des gros acteurs. Ouais. Ok, bah c'était super, vraiment, c'était super, Gaspard. C'est dommage que ça passe si vite le temps, tu vois. Donc je vais être obligé de passer la main à Erika et puis on se reparle juste après. Elle va nous faire part des key takeaways et puis elle va te poser la Erika question. Oui, alors en fait, je vais commencer par ma question. Gaspard, on a évoqué que tu es diplômé de la Tomcat Factory. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu as appris grâce à ton expérience chez Tomcat, que tu retiens toujours et que tu appliques dans ta vie professionnelle? Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié à la Tomcat, il y a plein de choses évidemment, des échanges, hyper intéressants avec Patrice, mais je pense qu'effectivement, Pas que, j'espère, hein. Il y a pas toute une que, équipe, bah, hein. non, j'ai ça, pas du tout, pas du tout. Non, non, je pense que moi, ce que je trouve génial et ce que je garderai, je pense, c'est ce côté ambition, quoi. C'est, tu vois, le dire, de pas se mettre de frein sur l'ambition, d'essayer direct de se dire: «Attends, mais où est-ce que je peux aller, jusqu'à où je peux aller?» Et de pas se mettre de limite a priori là-dessus, hein. Il y a aucune raison, c'est stupide, ça sert à rien. Après ça dépend, si tu en as envie, pas envie, ça c'est une autre question, mais si tu en as envie en tout cas de, entre guillemets, un peu «lâcher les chevaux», quoi. Heu, donc ça, je pense que c'est top, c'est vraiment un truc que j'ai eu dans tous les échanges avec toutes les personnes, tu vois, de Tomcat. C'est ce côté un peu: «Mais attends, vas-y, crampe encore un cran plus haut parce qu'il y a de la place et c'est idiot de s'arrêter là». Donc ça c'était canon et je pense que ce qui est très bien, moi, ce qu'on a bien aimé ici, c'est tout l'aspect, tu vois, méthodologie sales, approche sales un peu agressive. Je dis pas ça négativement, c'est juste qu'effectivement, je trouve que c'est un métier où il faut mettre les pieds dans le plat et si tu le fais pas, tu t'en mords les doigts, quoi. Donc moi, c'est 2 trucs que j'ai trouvé génial. Super, et ben, justement, mon premier key takeaway, c'est concernant l'ambition, c'est que, un, il faut s'autoriser de rêver et de créer une vision ambitieuse. Deux, si on veut aller le plus loin possible, il faut vraiment être prête à faire un effort et de vraiment donner son temps. Et trois, l'entrepreneuriat, c'est la liberté sous contrainte. Et c'est en fait grâce à ces contraintes qu'on est obligé d'assumer la créativité. Et c'est la créativité qui nous pousse de créer quelque chose très innovant. Donc voilà les key takeaways. Merci Gaspard pour cet échange. C'était vraiment un plaisir. Merci Erika, merci Patrice, trop sympa d'avoir pu, échanger. Merci Erika, ouais. Et Gaspard, juste dernière question. Que fait Gaspard aujourd'hui, en quelques mots? Et est-ce que tu vas créer une quatrième boîte? Alors aujourd'hui, donc nous, on s'est fait racheter il y a 1 an et la société qui nous a racheté vient de se faire racheter elle-même il y a 2 semaines. Donc c'est hyper récent. Hem, donc on avait à peine, fini l'intégration qu'on a une deuxième intégration qui commence, sur un super projet. Bah, moi, l'objectif à très court terme, bah, c'est de gérer l'intégration, du coup, sur le périmètre France, en France. Donc ça, écoute,
voilà, très, très excité de faire ça dans les mois à venir. Et puis ensuite, qui vivra verra, mais ouais, c'est pas du tout impossible que je reprenne un petit shot d'entrepreneuriat, pour la suite. Bah ouais, t'es encore jeune et en tout cas, je te le souhaite. Et puis, comme tu le sais, on étudiera ton projet, ton dossier avec grand intérêt à la Tomcat, évidemment. C'est sympa. Ok, c'était vraiment super intéressant. Dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps, mais on en fera un autre, j'imagine, Avec prochainement. Donc merci Gaspard, c'était cool. Merci Erika et merci à tous nos auditeurs. À très vite. Ciao, ciao. Ciao, merci Patrice, merci Erika. Merci, à la prochaine.